rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Merci beaucoup Muriel pour cette introduction et merci Vincenzo Ciccelli d'avoir accepté notre invitation. Donc, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris et vous êtes chercheur au CEPED. Et vous avez publié avec Sylvie Octobre, qui est chargée d'études au ministère de la Culture, cet ouvrage qui s'appelle K-pop, Soft Power et culture globale. Et alors ce livre, K-pop, c'est vraiment le résultat de recherches que vous menez avec Sylvie Octobre depuis plusieurs années. Vous aviez déjà publié ensemble en 2017 un livre qui s'appelle L'amateur cosmopolite, goûts et imaginaires culturels juvéniles à l'ère de la globalisation. Et c'est un livre qui travaillait vraiment sur la globalisation des industries culturelles et puis la circulation croissante des œuvres et des contenus. Et tout cela aboutit à des consommations qui sont de plus en plus internationales et à des imaginaires culturels très internationalisés chez les jeunes. Et avec Sylvie Octobre, vous co-dirigez aussi ensemble un projet éditorial qui s'appelle Global Youth Studies et qui traite de toutes les questions de jeunesse dans ce contexte de globalisation des pratiques culturelles. Alors avec K-pop, cet ouvrage qui est sorti l'an dernier en 2022, ce qui vous intéresse, c'est une petite partie de ce grand phénomène d'internationalisation, et c'est en particulier le succès des œuvres et des contenus qui viennent de Corée du Sud, et en particulier leur réception par les jeunes françaises et les jeunes français. Donc en fait, l'objet de recherche dans ce livre, c'est la Hallyu, c'est-à-dire un terme qui signifie la vague et par lequel on désigne tout un ensemble de produits qui sont très variés, de la musique, des films, des séries, des bandes dessinées, et qui ont tous en commun de venir de Corée du Sud. Alors pour donner quelques exemples de ce que ça veut dire cette Hallyu, pour l'industrie musicale, c'est tout ce qu'on appelle la K-pop. Ça prend majoritairement la forme de groupes de musique non mixtes, donc des boys bands ou des girls bands. Donc actuellement, les grands succès de la K-pop, ce sont le groupe de garçons BTS et le groupe de filles Blackpink. Et c'est eux qui sont particulièrement visibles. J'avais noté que Emmanuel Macron a invité les filles du groupe Blackpink à l'Élysée en janvier dernier et a posé avec elles, donc a fait toute une opération de communication avec elles également. Pour le cinéma sud-coréen, on a eu quelques exemples récemment aussi, notamment avec le film Parasite de Bong Joon-ho, qui a eu la Palme d'Or en 2019. Il y a d'autres grands succès qu'on connaît bien en France, comme Le Dernier Train pour Busan en 2016. Côté série, c'est tout ce qu'on va appeler les K-dramas, donc les séries venues de Corée du Sud. Et là, après la publication de votre livre en 2021, enfin après votre terrain plutôt en 2021, il y a eu l'immense succès de Squid Game, qui, je pense, sur Netflix, qui a fait connaître encore plus largement ces séries et les productions sud-coréennes. Et puis pour prendre un dernier exemple, côté bande dessinée, il y a tout ce qu'on appelle les webtoons. C'est une nouvelle forme de bande dessinée coréenne qui est spécifiquement adaptée aux écrans de téléphone portable. Donc voilà un peu la galaxie de la Hallyu, des films, des séries, de la production de bande dessinée numérique, du cinéma. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la popularité de tout ça, elle s'est encore renforcée depuis que vous avez mené l'enquête en 2019 et elle a pris de l'importance. Donc dans ce livre, vous avez deux moments forts de votre analyse. En fait, il y a d'abord 3 premiers chapitres dans lesquels vous analysez toute l'infrastructure de la Hallyu avec une approche macro. Là, vous travaillez à partir de toute la littérature scientifique internationale pour vraiment comprendre comment ces contenus culturels sud-coréens, ils sont produits, ils sont marketés et ils circulent à l'international et au bout du compte, ils parviennent au public et notamment les publics français. Et puis, dans la deuxième partie du livre, avec les 4 chapitres suivants, vous complétez cette analyse avec une approche, cette fois-ci micro, de la réception de ces produits culturels par les jeunes en France. Et là, vous mobilisez une enquête et un valeur empirique conséquent. Vous avez fait 74 entretiens en 2019 avec des amatrices et avec des amateurs de la Hallyu, donc des jeunes âgés de 18 à 31 ans. Et ici, tout l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi ces jeunes publics français ils sont à ce point séduits par les produits coréens. Qu'est-ce qui leur plaît tant dans la Hallyu? Et c'est une partie du livre qui donne vraiment à voir toute la complexité de leur appropriation et de leurs usages de ces œuvres.
Alors, on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Pour rappeler le fonctionnement, on va échanger tous les deux. Je vais vous poser des questions pendant environ 1 heure. Et puis ensuite, toutes les personnes présentes pourront à leur tour vous poser leurs questions. Avant d'entrer dans le vif du contenu du livre, l'idée, c'était d'en savoir un petit peu plus sur la genèse de votre recherche et puis sur sa place dans votre carrière personnelle, pour explorer aussi votre parcours et tous les objets que vous avez étudiés. Donc, mes premières questions, c'était de vous demander ce qui vous a amené depuis une thèse en sociologie de l'éducation qui traitait de la socialisation et du lien parent-enfant au moment des études, à travailler sur le cosmopolitisme. Et puis, avec quels objets vous êtes arrivé et vous avez poursuivi votre carrière en sociologie de la culture, par quoi vous avez commencé, comment ça a évolué au fil de votre parcours. Puis bien sûr, on aimerait savoir ce qui vous a amené à la production coréenne spécifiquement. Pourquoi ça? Quelle a été votre première rencontre, vous, personnellement, avec l'industrie culturelle coréenne et comment ça a aussi rencontré les intérêts de Sylvie Octobre, qui est votre co-autrice. Je vous laisse la parole. Et ma grande camarade. Bon, écoutez, alors d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation que Sylvie et moi avons acceptée avec un immense plaisir. Vous nous faites un honneur auquel on pouvait se soustraire, évidemment, et merci de nous avoir offert cette belle tribune. Alors, je présente à nouveau les excuses de la part de Sylvie de ne pas pouvoir être là parmi nous. Mais bon, on a préparé ensemble un peu cette attention, d'autant plus qu'on est surentraîné maintenant à intervenir à propos de nos travaux. Alors, c'est un format assez particulier et je pense que il est assez intéressant à explorer parce que ça nous permet peut-être d'aller plus loin qu'une simple présentation. Donc, je vais prendre au sérieux vos questions, évidemment, Clémence, en me disant en plus que c'est rare de trouver des lecteurs ou des lectrices qui préparent comme ça un séminaire en ayant lu de façon aussi pointue un ouvrage. Voilà, vous avez fait un travail colossal qui mérite d'être salué et dont je me réjouis. Alors, tout d'abord, il faut dire Hallyu d'abord plutôt que K-pop, parce que le titre de l'ouvrage, il peut prêter à confusion. Le titre a été choisi par l'éditeur. Il a fallu évidemment se plier, parce que moi-même étant éditeur, je pense que chacun a son job et les éditeurs souvent voient juste. Donc, le titre, c'est vraiment l'éditeur K-pop Soft Power et Culture Globale. C'est pour ça aussi que voilà, la presse en France s'est un peu déchaînée en me posant toujours les questions, c'est quoi le soft power? Je pense que c'était bon de mettre ce mot dans le titre. Mais en fait, l'ouvrage est une monographie consacrée à la Hallyu, c'est-à-dire cette vague coréenne. D'ailleurs, c'est une version réduite de la première version qui est en anglais, qui est celle-ci, qui est sortie avant la version française et qui est beaucoup plus volumineuse. Pour des raisons de modèle économique, les éditeurs anglo-saxons peuvent publier des très gros livres et les modèles, à cause de notre modèle économique, en France, on traduit. Là, ce n'est pas une traduction, c'était deux versions différentes. On publie des ouvrages plus courts. Alors, dans la version anglaise, le titre, c'est The Sociology of Hallyu Pop Culture. Et tout est dans le titre parce que c'est pour nous, noter, c'est que la Hallyu appartient au genre global de la pop culture, qui est peut-être l'une des choses les plus globalisées qui soit. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés. Donc, bon, ça, c'est vraiment un tout petit préambule qui permettra de répondre aux questions que vous me posez à Sylvie et moi. Et peut-être, avant de le faire, prendre au sérieux votre question, comment on y est arrivé? Alors, je vais commencer par, très brièvement, par dire que, au tout début, en fait, je ne travaillais pas du tout sur ça, la sociologie de la culture, à part quelques lectures de quelques grands sociologues de la culture. Évidemment, l'inévitable Bourdieu, ce n'est pas le champ dans lequel je me suis inscrit d'un point de vue de travail. C'était avec la rencontre avec Sylvie qui m'a permis de m'intéresser très sérieusement à la culture, aux pratiques culturelles. En fait, au départ, je travaillais sur, pas l'éducation, ça n'a jamais été mon champ, mais en fait, c'était la question de la socialisation. Au sein de la famille, les rapports de force entre parents et enfants en charge. Et puis, tout ça, ça a changé parce que, après ma thèse, j'ai bénéficié d'une forte, voilà, d'une aide conséquente de la CI Jeunes Chercheurs, qui était l'ancêtre de l'ANR, et avec Marc Brévilléry, nous avons fait une enquête, nous avons eu un financement colossal pour faire une enquête sur l'adolescence et la socialisation à l'espace public
dans les pays du pourtour méditerranéen avec une équipe, avec une quinzaine. Bon, alors du coup, là, tout a changé parce qu'il a fallu s'intéresser à des cultures différentes par rapport à ce que je faisais en France, des cultures au sens anthropologique du terme, et que la socialisation commençait à s'ouvrir, sortait de la famille pour s'ouvrir à tout ce qui est l'environnement urbain et au-delà. Et c'est là que je m'étais rendu compte qu'il fallait peut-être avoir des outils qu'on a forgés après dans la sociologie, en tout cas qui étaient totalement inexistants en France parce qu'on n'en parlait pas, c'est-à-dire ceux qui sont la globalisation et le cosmopolitisme. Voilà, donc ça me permettait de voir qu'il y avait des choses que j'ignorais totalement ou que je voyais sans savoir nommer. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lire des choses, ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Alors, en France, à l'époque, on n'en parlait pas, aujourd'hui non plus d'ailleurs. Et j'ai publié un livre qui s'appelle L'Esprit cosmopolite en 2012. Alors là, toujours la socialisation, mais dans un monde beaucoup plus large, qui est celui des mobilités. Quand on va à l'étranger, on fait un voyage de formation, on fait une rencontre avec une autre culture et donc on se décentre. Et j'aurais pu en rester là quand je rencontre Sylvie en 2012 et on déjeune ensemble, comme ça. Et elle me parle des enquêtes qu'elle avait vues passer au ministère à l'époque et qui montraient dans les pratiques culturelles que les jeunes commençaient à consommer des produits culturels qui venaient d'ailleurs. Comme c'est une observatrice très fine, vous la connaissez, ça a commencé voilà, à lui poser des questions. Et puis, je lui dis, bah, écoute, moi, dans mes enquêtes sur les jeunes qui se déplacent, qui voyagent, je vois bien qu'en plus des mobilités, il y a autre chose que la mobilité. Ils s'intéressent au monde en général. Donc, moi, j'appelle ça cosmopolitisme, socialisation cosmopolite. Et elle commençait à comprendre qu'il y avait une internationalisation des répertoires culturels. Donc, on s'est dit, eh ben, écoute, peut-être qu'il va falloir travailler ensemble. Bon, voilà, ça fait 13 ans, on n'a pas arrêté. Et donc, ça a commencé comme ça. L'hypothèse était qu'on pourrait étudier la rencontre avec l'altérité, avec la différence culturelle, qui est en fait la définition de la globalisation. La globalisation, c'est ça. La globalisation, c'est la multiplication des rencontres avec autrui, quel que soit le moyen. Des rencontres physiques, des rencontres virtuelles, ça passe par une mobilité, ça passe par la consommation culturelle, ça passe par l'extension des imaginaires, ça passe par la multiplication des références identitaires. Ça, c'est la globalisation. Et on s'est dit, essayons de voir comment cela se construit à partir des pratiques culturelles. Et je pense que l'enquête qu'on a faite, que vous avez rappelée, la matière cosmopolite, a été la première, en plus financée par le ministère de la Culture. C'était un travail colossal de faire accepter ça, puisque ne serait-ce que prononcer le mot cosmopolitisme à l'époque au ministère de la Culture, ça faisait tout de suite juiférant. On a eu des retours de bâton, vous ne pouvez même pas imaginer. C'était vraiment traité avec beaucoup de mépris et surtout, si vous n'avez rien compris, bon, ok, je passe sur ça. Et donc, du coup, le cosmopolitisme comme vraiment moyen pour essayer de comprendre qu'est-ce que la différence culturelle fait à l'individu quand il devient fort consommateur de ceux qui viennent d'ailleurs. Un exemple, Plus belle la vie. Pendant des années, j'ai posé la question à mes étudiants, je fais ça, un petit test comme tous les enseignants-chercheurs, surtout quand on a des grands amphis en première année. Bon, alors, qui regarde Plus belle la vie? Et vous voyez toujours, alors aujourd'hui je ne le fais plus parce qu'on est passé à autre chose, et il y a toujours une des personnes qui timidement pourrait lever la main, et puis se regarde comme si les celles dans l'amphi ne le font pas. Par contre, quand on posait la question sur Friends, Sex and the City, etc., là, pour le coup, les séries télé américaines, et là, tout le monde regardait ça. Et puis, un autre exemple, en termes de connaissance, quand vous posez la question quelle est la couleur des taxis à New York, tout le monde répond jaune dans la salle, et même pas un dixième à 18 ans, 1000 pieds à New York. Quand vous posez la question quelle est la couleur des taxis à Berlin, personne, sauf ceux qui ont mis les pieds à Berlin. Voilà, donc c'était ça qui nous intéressait, parce que nous pensons qu'en travaillant comme ça, on arrive à mieux comprendre des choses qui renvoient à la définition de soi, au rapport entre autrui et les autres, et ne serait-ce que l'inscription nationale. Qu'est-ce que c'est que consommer à forte dose des produits dont les codes culturels sont totalement différents? Je ne sais pas, des gamins qui aujourd'hui lisent des mangas, et qui ne regardent plus ou ne lisent plus la BD franco-belge, par exemple mes enfants, forcément, ça ne peut pas être la même chose que pour notre génération, quoi. Et alors, on aurait pu en rester là. Et puis, le hasard fait que nous n'étions pas contents de travailler sur la matière cosmopolite. D'abord, sa réception quasiment nulle en France, alors que nous l'avons
beaucoup d'enquêtes ont été faites à l'étranger qui s'inspirent de ce travail. En expliquant ça, ce qui nous a permis de faire des travaux comparatifs, publiés dans des grandes revues à l'étranger, forcément. Mais c'était une approche qui restait quand même centrée sur la réception. Parce que dans ce travail, nous avons pris beaucoup de pratiques culturelles et des produits culturels qui venaient de partout dans le monde. C'était un travail pionnier, donc on n'avait aucun intérêt, on ne pouvait pas d'ailleurs choisir. Mais c'était que sur la réception de produits qui venaient de partout. On savait quelque part qu'il fallait qu'on travaille sur quelque chose de plus spécifique, mais on ne savait pas sur quoi. Et puis un jour, dommage que s'il ne soit pas là, il aurait raconté mieux, mais il m'a raconté bien l'histoire, puis je l'ai vécu un peu en direct. Elle est allée avec sa fille voir un concert de BTS à Bercy, et là, elle voit la salle déchaînée, avec une représentation de la France. Il y avait la France telle qu'elle est, c'est une légende de toute origine, sauf asiatique, parce qu'il n'y en a quasiment pas, en tout cas coréen, et qui chante en coréen. C'était un samedi soir, moi j'étais à la maison, j'écoutais Verdi sans doute, un opéra, et puis il m'envoie des vidéos en disant c'est de la folie, j'ai jamais vu ça. Il chante en coréen, et le show d'une excellente qualité, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie, alors qu'elle en a fait tellement de concerts. Bon, comme c'était une salve de vidéos, je me disais qu'elle commençait à réfléchir un peu. Et puis j'étais piqué par la curiosité, j'ai donc commencé à écouter donc BTS et d'autres, à regarder. Et au bout de quelques mois, on avait compris que, comme en plus il n'y avait rien en France sur ça, qu'il fallait absolument travailler là-dessus parce qu'on avait trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un objet qui soit à la fois large en termes de nombre de genres produits. Voilà, donc vous avez évoqué la chanson, la série télé, on pourrait mettre aussi le cinéma, bien évidemment, mais on peut mettre dedans la mode, on peut mettre la cuisine, on peut mettre la cosmétique, plein de choses. Les webtoons, qui ont été inventés par eux, par ailleurs, les manhwas, c'est-à-dire l'équivalent des mangas, l'animation, les jeux vidéo. C'est-à-dire beaucoup de produits, mais produits par un seul pays. Donc, ça permettait de faire quelque chose que nous ne pouvions pas faire dans la matière cosmopolite, parce que la matière cosmopolite, c'est sur la réception. Ici, on pouvait travailler de façon multiscalaire et multiniveau. Donc, avoir une approche monographique qui traite à la fois de la production, de la circulation et de la réception. C'est pour ça que c'est une monographie. Alors, ça, c'est le coup de chance de trouver un objet. Et en plus, le coup de chance, c'est que à ce moment-là, en France, on commence à en parler, qu'on commence à le voir. Et puis, la pandémie, ça nous a obligés, comme chacun a été forcément enfermé dans son logement avec sa famille, et il fallait bien qu'on travaille un peu. Ça nous a un peu libéré d'autres occupations, ne serait-ce que le déplacement, par exemple, ou d'autres travaux. Et donc, on a mis le cap là-dessus. Mais voilà, donc on y arrivait absolument de cette façon-là, et ça, c'est un coup de chance. Mais ça aussi, c'est un travail assez pionnier, monographique, qui traite un peu de tout. On a déjà des enquêtes quasiment conclues, quasiment terminées, qui vont explorer dans les mois à venir. Bon, on a un contrat avec les PUF sur les K-dramas. Donc, le prochain livre, ça partira directement sur les K-dramas, que sur les K-dramas. Et puis, on est en train de faire des enquêtes sur les covers. Ça, c'est très important. Vous voyez les jeunes partout qui dansent sur la K-pop. Et puis, ma foi, d'autres enquêtes pour les prochains... voilà, je ne sais pas. À l'avenir. Merci beaucoup. J'ai très hâte de voir ce livre sur les K-dramas. C'est très bien de nous l'annoncer aujourd'hui. Alors, je pense que c'est très bien. Ça nous permet aussi de voir comment... les choix d'objets chez les chercheurs et les chercheuses, c'est toujours cette rencontre de tout ce qu'on a accumulé avant et puis parfois d'un coup de chance ou d'une rencontre, là, le concert auquel va Sylvie Octobre. Et alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'idée pour moi, c'était un petit peu de suivre le plan de votre démonstration et de votre raisonnement dans le livre, notamment parce que il est très rigoureux, il a beaucoup de sens, et donc de commencer par la production et la circulation avant d'arriver vers la réception. Et alors, sur tout ce qui concerne la production de la Hallyu et plus largement de la pop culture, c'est quelque chose que vous abordez au début du livre, dans le premier chapitre, qui porte vraiment sur la production des biens culturels sud-coréens et puis leur circulation. Et vous montrez comment la Hallyu, ça s'inscrit dans ce que vous appelez le capitalisme esthétique,
c'est-à-dire, et je reprends votre définition, la généralisation de stratégies esthétiques à des fins marchandes. Donc l'idée, c'est de bien comprendre que la Hallyu, ça résulte d'une volonté et ça résulte d'actions de l'État coréen. C'est vraiment le résultat d'investissements, de politiques publiques volontaires depuis les années 1990. Et puis de là, vous montrez aussi ce qu'il y a de distinctif, de spécifique dans ce capitalisme de l'entertainment ou du divertissement sud-coréen, et dans les quelques grands traits caractéristiques que vous isolez, il y a la sérialisation des modes de production. Et donc, dans cette façon de sérialiser la production, on trouve, notamment pour la musique, le fait que les artistes ils vont être désindividualisés. Autrement dit, c'est moins les individus un par un qui vont compter que le groupe, que le collectif qui va être sur le devant de la scène. Un autre trait caractéristique de la Hallyu en particulier, c'est le passage de ce qu'on appelait les artistes, qui se nomment aujourd'hui les idols. Donc là, vous pourrez peut-être nous en parler aussi un petit peu plus. Et puis, et ce qui est très intéressant, autre caractéristique de la Hallyu, c'est la participation, la place donnée à la participation des publics et la sollicitation des publics aussi dans la création et la diffusion. Et donc tout ça, toute cette exploration de ce qui fait la Hallyu, ça vous permet de montrer que le capitalisme de l'entertainment, ça permet, et je vous cite, de propager une idéologie du bonheur qui est étroitement arrimée à une idéologie consumériste. Alors, je vais vous laisser parler de tout ça, mais moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est vraiment la façon dont vous démontrez à quel point la culture populaire, elle est organisée et elle est produite massivement par les États. J'ai trouvé que ça prenait vraiment à rebours une façon récurrente qu'on a de présenter l'histoire culturelle comme une succession de coups de génies individuels. Particulièrement marqué parce qu'un peu avant de vous lire, j'avais vu un documentaire sur la K-pop qui présentait un groupe et même un créateur, Seo Taiji, comme étant le pionnier de toute l'industrie. Et donc ça allait vraiment vers l'individu, vers un petit groupe de 3 personnes qui auraient créé la K-pop finalement et transformé l'industrie musicale coréenne. Et vous ne travaillez pas du tout à cette échelle-là, celle des artistes, des individus créateurs. Au contraire, vous reconstituez l'histoire culturelle à l'échelle des initiatives, des politiques publiques et étatiques. Et je trouve que là, il y a un paradoxe intéressant entre cette création collective nationale de la culture et puis l'avènement des idoles, des artistes qui sont ultra polyvalents, qui sont ultra médiatisés et en même temps désindividualisés. Donc là, c'est quelque chose sur lequel je voulais vous interroger. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce qui fait la spécificité du capitalisme de l'entertainment sud-coréen, puis parler un petit peu de cet apparent paradoxe entre des idoles, des artistes qui ressortent avec force, et puis en fait une dynamique très collective, très cohérente et désindividualisée. Et là-dessus, je voulais notamment vous inviter à parler d'éventuelles évolutions depuis que vous avez publié le livre, et notamment, je pensais au fait que depuis quelques mois, à peine un an, beaucoup d'artistes de la K-pop qui auparavant étaient vraiment seulement membres de groupes font des carrières solo. Et il y a un peu la nouveauté d'avoir des carrières solo des artistes, notamment de BTS, notamment de Blackpink. On a l'impression que ça vient contredire tout ce que vous montrez avec force sur la désindividualisation. Donc voilà, est-ce qu'il y a une nouveauté? Qu'est-ce qui distingue ces nouvelles productions ou est-ce que c'est une continuité? Bon, écoutez, merci beaucoup, c'est très intéressant tout ça. En fait, comme je dis tout à l'heure, c'est une monographie, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, la production, et en fait, c'est une monographie qui est multiniveau, mais multiscalaire. Pourquoi multiscalaire? Parce que nous essayons de montrer qu'il y a une sphère qui est globale et une sphère locale. Bon, alors, c'est peut-être là notre intérêt pour la globalisation qui nous a aidés. C'est-à-dire que le capitalisme de l'entertainment et la Corée, c'est que le capitalisme esthétique et à la pop culture globale. Donc, le capitalisme de l'entertainment ne peut pas être si différent du capitalisme esthétique, c'est impossible, mais c'est une variante spécifique avec des particularités. Un peu comme le toyotisme a été une variante spécifique du capitalisme fordiste. Ce n'était pas tout à fait antithétique, c'était juste la version japonaise qui après est exportée par ailleurs et qui a eu des conséquences aussi en Corée du Sud et aussi aux États-Unis, mais c'est une variante en fait.
Alors, le capitalisme esthétique, tout ça, ce que vous dites, oui, bien sûr. C'est une forme qui est devenue globale, qui fait qu'aujourd'hui, toute industrie culturelle, et même le design d'ailleurs, au-delà, ne peut pas ne pas fonctionner de cette façon parce que le capitalisme esthétique produit des marchandises esthétiques. Et notamment ce que certains sociologues appellent la staging value. C'est quoi? C'est la valeur d'expression de soi. La distinction marxiste classique, c'est valeur d'usage, valeur d'échange. Bien sûr, mais aujourd'hui, on sait qu'on pourrait en ajouter une troisième. Pourquoi on consomme autant de culture? Ce n'est pas moi de vous l'apprendre. Le public ici est spécialiste de la culture. Ça permet d'exprimer ce qu'on est. Et la culture, l'industrie culturelle se sont emparés de ça. Donc, les valeurs de ces marchandises, c'est justement de pouvoir donner une expression de soi. Alors, tout ça, c'est connu. On l'a montré dans l'ouvrage, notamment dans la version anglaise, parce que comme elle fait un tiers de plus au niveau des pages de la bibliographie, on n'avait plus de place. En France, dans la version française, on s'est contenté de l'évoquer et surtout de montrer en quoi la dimension coréenne était spécifique. Alors, spécifique, vous avez évoqué le thème des désindividualisations. C'est ça, parce que les Coréens assez rapidement ont compris que si leur force, la force de leurs produits par rapport à des produits qui circulaient ailleurs, hein, n'oublions pas que la force de la Corée, c'est d'être un pays qui s'inspire énormément de ce qui se fait ailleurs, comme le Japon, comme la Chine, d'être forte consommatrice de produits culturels qui viennent d'ailleurs, et notamment américains, et donc de connaître parfaitement les canons esthétiques de la pop culture occidentale et globale. Donc, ils savent parfaitement comment ça fonctionne, et puisqu'ils savent, ils pas seulement la maîtrisent, mais ils innovent. Donc, l'innovation, c'était d'avoir des boys bands. Bon, vous me direz, mais même aux États-Unis, il y en a, ou en France aussi, sauf qu'on les a complètement oubliés parce que ça ne dure pas. Et ce n'est pas ce que nous avons donné de mieux. Bon, sauf si on pense que tout groupe est boys band, c'est-à-dire que les Beatles, les Rolling Stones ou les Pink Floyd le sont, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, voilà, donc ils ont créé disons, ils ont poussé au paroxysme la force des boys bands ou des girls bands aussi, parce que les deux ne fonctionnent pas de la même façon, mais l'idée est la même. Et la désindividuation, c'est à l'intérieur du groupe. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'ils ne misent pas sur des artistes isolés. Il y en a, et pas depuis peu. Vous prenez par exemple une artiste, une grande chanteuse coréenne, sud-coréenne, IU, elle a toujours une carrière solo. Elle chante avec des personnes autour parce que c'est un peu la signature de la K-pop. Pareil pour Sumni, c'est une artiste solo. Donc il y en a. Après, savoir si depuis quelque temps ça se multiplie, je n'ai pas vraiment le sentiment. Je vois par contre que les groupes qui continuent d'avoir du succès, c'est quand même toujours des groupes. Alors pour les garçons 80s, pour les filles Blackpink, vous les avez évoqués, il y en a d'autres. Donc quand il faut utiliser le mot désindividualisation, c'est à l'intérieur du groupe. Alors peut-être insister sur ça. Ça ne veut pas dire que l'individu disparaît, mais ça veut dire juste qu'il ne fonctionne pas de la même façon dans le collectif que dans nos propres groupes. Quand vous pensez aux Beatles, nous savions parfaitement qui étaient Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, chacun avec ses personnalités, et en plus, une sorte, même pour les Pink Floyd, on pourrait faire pareil, hein. Vous savez qui était Roger Waters, par exemple, David Gilmour, on savait parfaitement. Chacun était différent de l'autre, et on comprenait bien que malgré les amitiés, il avait des tensions fortes ensemble, ce qui fait qu'après, ces groupes ont éclaté à cause de ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans la composition de ces groupes, on arrive à les distinguer, bien sûr. Ce serait du racisme que de dire qu'ils sont tous pareils. Je dis ça parce que des journalistes nous posent la question, comment ça, sont tous pareils? Bon, alors, on répond poliment, mais c'est pas ça. Les fans, d'ailleurs, les distinguent parfaitement. Chacun a aussi ses capacités, mais ils sont choisis justement en fonction des capacités. Il y a un qui est un rappeur, l'autre qui chante un peu mieux, mais si on les prend ensemble, ils savent quasiment tous faire la même chose. Parce que, contrairement à l'idée que nous faisons du génie chez nous, on l'avait justement dit, hein, d'ailleurs, on est en train de refaire des reconstructions de la K-pop comme on fait l'occidental. Et tout d'un coup, il y a trois qui inventent ça. Tout comme on n'a jamais su comment Bob Dylan est devenu de Bob Dylan, c'est-à-dire ce génie qui est devenu après un prix Nobel. On a oublié que Elvis Presley, il est devenu Elvis Presley, mais dans un monde où il y avait beaucoup de chanteurs, notamment noirs, à qui il a rendu hommage, et c'est comme ça qu'il a pris.
Voilà, on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça, mais nous avons besoin d'exalter le génie de quelques individus qui s'autoproduit. Bon, là-bas, ce n'est pas le cas. D'abord parce que pour qu'on arrive à voir ces groupes, il y a un fort investissement de la part des maisons de production. C'est elles qui choisissent des jeunes très jeunes, à partir de 12-13 ans, ils sont comme, il faut faire la comparaison avec les clubs de foot en Europe. C'est exactement la même chose. C'est le groupe, le collectif qui compte. On essaie dans des viviers qu'on forme ces jeunes. Évidemment, on les repère parce qu'ils doivent avoir quelques talents. Hein. D'abord, ils sont propres sur eux, ils sont beaux, mais après, ils deviendront encore plus beaux parce que forcément, tout ça, ça travaille. La chirurgie esthétique fonctionne à fond. Et on ne la cache pas du tout. Hein. Au contraire, c'est mis en avant. Hein. Le visage V, un V quand ben, voilà, même l'acteur qui est derrière moi, ça, tout le monde ne l'a pas. Donc, mais à force, on va l'avoir. La paupière ici, oui, ils ont des trucs comme ça, un peu avec le double bord. Ça aussi, tout le monde ne l'a pas en Corée du Sud, je vous assure, mais à la fin, tout le monde va l'avoir. Donc, il y a un fort entraînement, une forte, d'abord, sélection. La Corée est un peuple de chanteurs. Parce qu'à cause de la forte pression, du chômage juvénile et des difficultés de mobilité sociale, des grands concours sont organisés auxquels participent par grosse partie des générations et qui permet d'avoir un nombre important de jeunes qui se pressent. Alors, quand vous avez beaucoup de gens qui se présentent, vous avez plus de chances de sélectionner. C'est plus facile d'avoir parmi 1000 personnes qui savent chanter plutôt que parmi 10, sauf que si vous avez un coup de chance. Et après, ils sont formés à faire beaucoup de choses, c'est-à-dire combien de chanteurs chez nous sont aussi des grands joueurs d'instruments, danseurs et acteurs? Très peu. La polyvalence, ce n'est pas notre truc. En revanche, ces artistes, moi je les appelle artistes, puisque pour moi c'est les artistes, sont capables de faire tout ça, ben, chacun d'entre eux sait chanter, danser, et en plus de façon sophistiquée, c'est pas seulement qu'il a une belle voix. Si c'est un chanteur, c'est un excellent acteur, aussi, il peut aussi présenter dans des shows, faire de la cuisine, enfin bon, ils sont entraînés pour être faire de l'entertainment, dans le sens le plus général du terme. Alors, idols, pourquoi idols? Parce que c'est un mot qui vient du système de production japonais, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès au Japon. Il a fallu que les Coréens l'améliorent. Ce sont en fait, c'est peut-être plus que la désindividualisation, c'est l'idol qui est le centre même du fonctionnement de ce capitalisme, parce que ce sont des marchandises. Des commodities, comme les appellerait Eva Illouz, des marchandises émotionnelles, qui sont au centre de ce système parce qu'elles s'appuient sur tout un échange qui est fait entre eux et le public. Je m'explique. Nos stars, aussi aimées soient-elles, une fois que le show est fini, elles disparaissent. Alors, évidemment, après, elles peuvent serrer la main, signer des autographes, faire parler d'elles par les paparazzis, mais c'est tout. Ces idols-là vivent de façon permanente le contact avec le public, grâce à toute une série de canaux. Alors, ça peut être TikTok, ça peut être YouTube, ça peut être Twitter, enfin, chacun d'entre eux, Instagram, chacun d'entre eux a plusieurs comptes officiels qui permettent d'être toujours en communication avec les fans. Alors, par exemple, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, comme ils sont souvent en groupe, parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils s'entraident, parce qu'ils sont obligés de vivre ensemble, parce qu'ils ne doivent pas fumer, parce qu'ils ne doivent pas boire de l'alcool, parce qu'ils ne doivent pas avoir une vie privée propre, décente, à cause de contrats qui sont, c'est très, très dur, tout ça. Hein. Donc, ils sont toujours en groupe et ils se montrent, y compris quand ils font de la danse, y compris quand ils apprennent à chanter une nouvelle chanson, à composer. Et cette surexposition quasiment permanente construit des liens très particuliers avec les fans qui peuvent systématiquement adresser la parole, poser des questions. Alors évidemment, ce n'est pas eux qui répondent ou pas toujours, mais c'est un rapport très dialogique, très conversationnel, que certains appellent la digital intimacy, cette intimité digitale, qui en plus se double d'une autre dimension, elle est transnationale, parce que les fans parlent à leurs idoles, les idoles leur répondent, ou c'est les idoles qui suscitent un peu, si vous voulez, cette conversation, mais les fans parlent entre eux. Et entre elles, parce que c'est plutôt des filles d'ailleurs. Et donc, ça crée, si vous voulez, des communautés globales, transnationales, que les Beatles n'ont jamais pu avoir, quoi, même s'ils en avaient rêvé. Et puis quand on regarde, par exemple, hier, j'ai écouté encore l'album mythique
George Harrison, All Things Must Pass, qu'il a composé après la rupture, et il y a une chanson dans laquelle il se moque des fans des Beatles, parce que c'était les nanas qui restaient, qui faisaient le pied de grue, et qui les attendaient pendant des heures dans leur bureau à Paul, et qui en avaient marre. Bon, aucun idole de K-pop ne pourra dire ça, même s'il imaginait, parce qu'au contraire, vous prenez tous les sites de ces grands groupes, la première chose qu'ils écrivent, merci nos fans, c'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes. Dans les concerts, la première chose qu'ils disent, merci d'être venus, vous partez, prenez soin de vous, sans vous, nous ne serons pas ce que nous sommes, etc., etc. C'est une dette permanente, et c'est la dette qui entretient le lien, forcément. Voilà, donc voilà, ça, si vous voulez, se construit de cette façon-là. Donc, nous allons au-delà de ce que Jenkins appelait la culture de participation. C'est même plus de la participation. Le succès de ces groupes est totalement assuré gratuitement grâce à les fans qui, instantanément et de façon permanente, propagent les produits culturels de ces jeunes-là. Alors, pour venir au BTS, et je termine sur ce point parce que vous avez d'autres questions, c'est pas étonnant que pendant la pandémie, ils ont sorti des chansons qui s'adressaient directement aux fans, d'abord pour leur dire « tenez bon » parce que c'est dur, et une enquête faite par l'UNESCO montrait que les chansons des BTS avaient pu avoir un impact, et la K-pop en général, positif pour contrer le blues de la pandémie chez les adolescents qui restaient chez eux. Donc voilà, on a essayé de faire même des enquêtes. On les a faites avec la K-pop, hein, pas avec notre musique à nous. C'est la K-pop qui était étudiée. Donc, vous voyez la place nouvelle qu'occupe la K-pop dans l'imaginaire global. C'est elle qu'on étudie pour voir l'impact de well-being, de bien-être, plutôt que les autres produits. Donc, d'abord, ils ont écrit une chanson Dynamite. Première chanson en anglais, forcément, parce que là, il fallait vraiment s'adresser à tout le monde, alors qu'ils chantent plutôt en coréen. Pendant des années, ils ont toujours chanté en coréen. Dynamite. Et puis, une autre chanson, ça c'est en 2020, qui a eu un succès extraordinaire. Et puis, deuxième chanson, c'était Butter en 2021, là où il remercie directement les fans pour cause. Parce que tout l'argent de ces groupes, enfin, une grosse partie, se fait par les concerts. Pendant la pandémie, il n'y avait pas de concerts. Donc, les fans étaient là pour les soutenir, ne serait-ce que continuant à acheter, à écouter sur Spotify, etc. Donc, oui, c'est quelque chose que nos stars ne font jamais, parce que nous avons l'idée que c'est la star, voilà, l'artiste qui marche devant son public et tire le public vers plus de qualité. Voilà, quelque part, une sorte de payday, quoi, hein, d'éducation morale de l'artiste. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est un rapport qui est beaucoup plus horizontal que vertical. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Si, tout à fait. Surtout sur du coup, la place de la désindividualisation au sein du groupe, c'était très clair pour moi. Merci beaucoup. Je voulais poursuivre cette exploration. Alors, excuse-moi, juste un instant, peut-être que je n'ai pas… sur un point, la K-pop ne sont pas une invention de l'État coréen. Pas du tout. Ça n'existe pas. D'ailleurs, vous voyez bien la Chine. La Chine essaie d'inventer de la pop culture et elle n'arrive pas. Ce n'est pas un capitalisme d'État. Par contre, comme dans d'autres contextes, l'administration coréenne, à un moment, a compris que les produits culturels pouvaient jouer un rôle dans la globalisation de l'exportation coréenne et dans le changement de l'image que la Corée donnait au monde. Excusez-moi, mais la Corée du Sud, dans les années… En 1953, c'était le pays le plus pauvre du monde après le Bangladesh, après la guerre. Dans les années 60, le PIB de la Corée du Sud était, avec tout le respect que j'ai pour le Maroc, l'équivalent du Maroc. Bon, vous voyez la différence aujourd'hui. C'est une des 10 puissances économiques. Et si on isole que la haute technologie et les produits culturels, ou l'infrastructure comme la 5G, c'est un pays vraiment leader. Donc, l'État a fait des investissements, mais ce n'est pas une création de l'État. D'ailleurs, c'est la chose avec laquelle on a des différends avec nos collègues coréens. C'est la première chose qu'ils nous disent. Surtout, ce n'est pas du capitalisme d'État, ce n'est pas la Chine ici, parce que forcément, ça fait penser à la propagande. En revanche, c'est qui est vrai que l'État a aidé avec des interventions pour faciliter, défiscaliser. Bon, voilà, ça, c'est sûr, hein, c'est clair. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que l'État s'est servi de ça pour instrumentaliser la réussite de ces groupes, pour faire une arme de soft power. Mais il faut juste faire attention à ne pas dire que ça a été inventé par l'État. Ça nous fait une bonne transition avec la question que je voulais vous poser sur le sweet power, parce que vous avez mis soft power dans le titre
on expliquait tout à l'heure pour des logiques éditoriales, mais dans le livre, vous défendez l'idée que la pop culture sud-coréenne, c'est une variante spécifique du soft power qui est le sweet power, et vous montrez que la Corée du Sud, elle a vraiment tiré les leçons des modèles de diplomatie culturelle et des États-Unis et du Japon, et qu'elle se démarque, et je vous cite, en s'attachant à dépeindre une nation douce qui a justement, comme vous le disiez là, pas de velléité impérialiste. Et donc là, vous montrez vraiment que le soft power, ça marche que s'il n'y a pas d'assimilation à la propagande. Et donc, oui, là, vous l'avez dit et vous le dites aussi dans le livre, ça explique que la Chine n'est pas encore ce fameux soft power à la hauteur de ses ambitions, parce qu'il y a trop d'incohérences entre le message qu'elle envoie à la communauté internationale via ses biens culturels et puis ses actions, et notamment l'irrespect des droits humains. Et là, voilà, je voulais vous demander si vous aviez constaté des évolutions, notamment dans la production culturelle chinoise, et est-ce que la Chine s'inspire progressivement de la réussite sud-coréenne et comment elle arrive justement à combiner ça? Est-ce qu'on voit une évolution et donc quelque chose qui irait vers un modèle moins étatique? Et est-ce qu'on voit aussi une évolution dans la consommation? En fait, c'est dans les chapitres sur les amateurs et les amatrices, vous montrez très bien comment il y a eu un premier moment chez les adolescents et les adolescentes de consommation de produits japonais, et que cette découverte des produits japonais à l'adolescence, ça ouvre la voie aux produits coréens, et que maintenant, les produits coréens, ils peuvent ouvrir vers des produits thaïlandais, des produits chinois, qui a un transfert culturel. Donc voilà, j'avais de l'intérêt pour ce que vous savez des produits chinois, même si ça vous amène un peu au-delà de ce que vous avez écrit dans le livre. Mais est-ce que vous avez des choses là-dessus aujourd'hui? C'est une excellente question, vous avez raison, parce que c'est très cohérent. En fait, d'ailleurs, au mois de décembre dernier, on organisait un grand colloque international. On avait une cinquantaine de personnes. On va publier même un livre, un reference book, tiré de ce colloque qui s'appelait Alternative Cultural Globalization, donc une globalisation culturelle alternative, from East Asia to the world, de l'Est au monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir une approche peut-être un peu plus diachronique. La Corée du Sud n'est que l'avatar de ce qui se passe depuis 50 ans. Alors, ce qui se passe depuis 50 ans, c'est que petit à petit, on assiste à un grand shift de la pop culture, qui est né, dont l'ancêtre est peut-être l'Europe, sans doute, puisque théâtre de boulevard, par exemple, à condition qu'on considère ça de la pop culture, évidemment. Feuilleton au 19e siècle, on avait des choses comme ça, mais c'est les Américains qui en ont fait leur grande spécialité. Voilà, bien sûr. À partir des comics, à partir après du jazz, du pop, rock, c'est des romans policiers, le pulp, tout ça, c'est-à-dire ces produits de grande diffusion industrialisés et qui marchent parce qu'ils sont fortement consommés et qui construisent des imaginaires, bien évidemment. Alors, donc, c'est à partir je suis né en 70 et je fais partie de cette génération qui a pu, quelque part, commencer à voir ce changement. Pourquoi? Déjà, Bruce Lee devient la première icône très connu d'un acteur qui il est aux États-Unis parce qu'il avait le passeport américain, parce que c'est le droit du sol qu'appliquent les Américains, mais en fait, culturellement chinois. Donc, le premier grand acteur qui n'était pas forcément occidental, quoi. Il n'était ni Alain Delon, ni, je sais pas moi, Gregory Peck, non, il venait d'ailleurs. Donc, voilà. Après, à partir des années 70, on commence à voir aussi les produits culturels japonais, c'est les jeux vidéo, et puis Goldorak, et puis Heidi, Candy, et puis les mangas, etc. Bon, donc, ça a commencé quand même avec Hong Kong et Taïwan. Alors, ce n'est pas la Chine, mais ça a commencé comme ça. Les B-movies qui inspirent énormément Quentin Tarantino étaient ceux d'Hong Kong et Taïwan. Hein. Et n'oublions pas qu'un des plus grands films du siècle, The Mood for Love, a été fait en Asie de l'Est. Donc voilà. Donc, et n'oublions pas non plus qu'une grosse partie de la production japonaise, moins connue, mais quand même efficace, je pense je sais pas, Akira Kurosawa, est commencé à être produit dans les années 50-60. Donc, il y avait quelque chose qui se faisait, mais la pop culture vraiment d'Asie de l'Est commence à émerger dans ces années-là. Donc, Hong Kong, Taïwan, puis Japon, bien sûr, qui prépare des générations entières à ce goût de l'Asie de l'Est.
et Corée du Sud. Alors, est-ce que la Chine est en train de prendre le relais? Si on fait l'histoire de la diplomatie culturelle, il y a des diplomaties culturelles partout. Les Français l'ont inventé à partir de la fin du 19e siècle. Et les Soviétiques aussi l'ont appliqué. Bah, eux, ils avaient un truc énorme. C'était la société sans classe, un immense espoir. Ce qui fait qu'avec le ralliement des intellectuels de la gauche européenne, bon, moi, je suis né dans un pays où le Parti communiste était le plus intellectuel, le plus puissant d'Europe occidentale. Hein, donc, je comprends parfaitement ça. Et puis, le fait que l'Union soviétique aussi n'était pas du tout hostile, au contraire, continuait à poursuivre la grande culture russe, tout ça fait qu'il y avait une diplomatie culturelle soviétique. Mais si vous prenez tous les autres cas, il n'y a jamais eu de cas de pays qui était une dictature et qui a eu une pop culture qui a fonctionné. D'ailleurs, l'Union soviétique n'a jamais mis en avant la pop culture, ça n'existait pas. Vous avez sur Facebook même des sites de vieux nostalgiques de l'Union soviétique, et quand vous regardez la pop culture de l'époque, c'est à mourir de rire. À mourir de rire. Ils n'avaient pas en face ce que les Américains avaient. Les historiens ont montré bien que l'une des raisons de la victoire du conflit idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'était la pop culture. Excusez-moi, Marilyn Monroe, le cinéma américain, le jazz, le rock, Elvis Presley ont joué infiniment plus que Stakhanov, le héros socialiste de l'ouvrier qui travaille tout le temps. Donc, il y avait ça qui fonctionnait bien. La Chine n'arrive pas simplement parce que ce n'est pas une démocratie. Et ça, vous l'avez dit, hein, la disparité entre ce qu'on produit et ce qu'on fait ne peut pas être aussi grande. D'autant plus que le soft power fonctionne quand c'est un méta-soft power, c'est-à-dire quand ça dit quelque chose de la société. C'est-à-dire que par les produits culturels, les Américains ont vendu quoi? L'American Way of Life, une certaine conception de ce que la liberté, une certaine conception de ce que le fait de se réaliser, mais on vendu aussi le contraire. Moi, j'avais au lycée, en Italie, mes profs étaient tous communistes gramsciens, ils écoutaient tous Bob Dylan, ils connaissaient la littérature américaine et le cinéma américain. Pourquoi? Parce que c'était celui de la contre-culture. La contre-culture américaine, celle qui s'oppose à la guerre au Vietnam, a fourni aux intellectuels occidentaux les armes intellectuelles pour critiquer l'impérialisme américain. Alors, donnez-moi un exemple de ça, de la production culturelle chinoise. Zéro, ça n'existe pas. Et quand ça n'existe pas, c'est de la propagande. La pop culture marche aussi parce qu'elle peut être subversive. Prenez le Japon, tout le cyberpunk japonais est une critique féroce de la société japonaise. Vous prenez aussi le cinéma coréen, c'est une critique féroce de la société coréenne. La littérature coréenne est férocement anti-système. En Chine, ce n'est pas possible. Pour les raisons que vous savez. Donc, d'abord, il y a ça. Et puis, deuxièmement, ça marche à condition que ce soit de bonne qualité aussi. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas, quoi. Mais ce n'est pas du mépris par rapport aux Chinois. Prenez aussi le Japon. Le Japon qui a eu une culture pop, qui a une culture pop extraordinaire, manga, animé, jeux vidéo, etc. Les groupes musicaux japonais ne percent pas à l'étranger, pas vraiment. Et les séries télé, il a fallu attendre un peu quelques années pour qu'elles commencent à être diffusées. Donc, j'insiste énormément sur ça parce que je ne sais pas pourquoi, quand on parle de pop culture, on ne pense jamais à la qualité. Comme si, en revanche, quand on parle de roman, on dit « Ah, ça c'est un excellent roman, je le lis ». En revanche, quand c'est de la pop culture, on n'utilise pas cette catégorie. Mais je ne suis pas polémique, hein, c'est juste… Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait. Et alors, j'ai déjà un peu abusé de mon temps sur les questions de production. J'avais des questions sur la qualité, mais que je garderai pour la fin si le public nous laisse du temps. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Moi, c'est quelque chose que je regarderai avec attention, justement parce qu'il me semble qu'il y a un gros progrès sur la qualité et que donc, des produits chinois et que ça peut donner des choses intéressantes dans les années qui viennent. Donc, on gardera un œil dessus, évidemment. Pour aborder les phénomènes de réception, quand même, pour l'autre partie du livre. Dans la deuxième partie du livre, vous partez d'analyse de 74 entretiens avec des jeunes amateurs et amatrices de Hallyu. Et là, ce qui est très intéressant, c'est à quel point vous montrez la multiplicité de leur réception, de leurs appropriations. Et quelques résultats qui m'ont semblé vraiment frappants et qui se sont dégagés, c'est l'idée que les amateurs, les amatrices de Hallyu, ils vont chercher dans les produits sud-coréens
une réponse à des désirs de nouveauté, des désirs de distanciation par rapport aux pop cultures dominantes, et notamment la pop culture américaine qui devient beaucoup trop familière. Et j'ai trouvé particulièrement intéressante l'idée que les amateurs, les amatrices de Hallyu, ils font vraiment un procès de la pop culture américaine. Ils lui reprochent son uniformité, son consumérisme, sa violence, et qu'avec les produits sud-coréens, il y a tout ce que vous appelez un nouveau pacte de réception qui se joue, qui se définit toujours en référence et en opposition au pacte de réception de la pop culture américaine, quoi. Mais donc ça rompt, et dans les caractéristiques de ce nouveau pacte, il y a la rupture avec le registre réaliste. On n'est plus du tout obligé d'avoir des histoires vraisemblables ou quoi que ce soit. Il y a la valorisation de la beauté et de l'esthétisme qui sont aussi très importantes. Et là, moi, il y avait au moins 2 questions que je voulais vous soumettre à propos de ces consommations et de réception. La première, c'est sur la place relative des différents genres. Alors, vous traitez bien ce que vous appelez le premier cercle de la Hallyu, c'est-à-dire la musique, la K-pop et les séries, les K-dramas. Mais il y a donc ces autres cercles, il y a les jeux vidéo, il y a les films, il y a la cuisine, il y a la cosmétique, la mode, la langue, etc. Donc, une première question, c'était: est-ce que vous avez identifié des différences de profil, de trajectoire selon les genres, selon les produits? Est-ce que c'est toujours un package K-pop plus K-drama plus K-webtoon, etc. Ou est-ce qu'on a des trajectoires et des profils culturels différents? Et puis, une deuxième question que je vous pose en même temps parce qu'elle est un petit peu liée. Souvent, quand on s'interroge aux consommations de culture populaire, de culture de masse, on constate que les consommateurs, les consommatrices, ils reconstruisent des échelles de légitimité au sein même du groupe d'amateurs et d'amatrices. Ils reconstruisent des hiérarchies, les amateurs de rock au sein du rock, les fans de jazz au sein du jazz, etc. Ça, vous en parlez peu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ou non pour la Hallyu? Autrement dit, est-ce que les fans de la Hallyu, elles et ils reconstruisent aussi une hiérarchie symbolique entre différents types de K-pop, différents genres de drama? Voilà un peu, c'est les 2 questions que j'avais pour vous côté consommation et réception. Oui, alors en fait, on a l'enquête portée sur. Ça nous a permis d'essayer de, pas démontrer une fois pour toutes, hein, parce que c'est impossible, mais disons, aller plus loin dans la définition de ce cosmopolitisme esthétique que nous avions utilisé avant. Alors, avant de répondre, permettez-moi juste de revenir sur ce point parce que ça permet d'aller plus, d'apporter une réponse en fait à votre question. Un des profils vous l'avez vu, hein, de ces consommateurs, c'est, je parle pour les femmes, hein, une jeune femme née en France, d'origine subsaharienne, qui décide que la culture nord-américaine est pas seulement mainstream, mais elle devient insupportable. En plus d'être hégémonique, elle propose des contenus culturels qui ne conviennent plus et qui sont toujours les mêmes. Le sexe, par exemple, la violence. Mais dont elle reconnaît la très haute qualité esthétique. C'est l'exemple de Joker. Joker, c'est un film qui peut donner des frissons et peut même faire peur, mais qui peut dire que ce n'est pas un excellent film. Cette jeune femme aussi qui se dit que la culture pop française, à part quelques exemples, quelques séries télé, quelques chansons, c'est franchement à la fois très familière et puis pas terrible. Donc, ça ne l'intéresse pas trop. Qui décide que ce que les parents écoutent, si elle vient du Congo ou du Mali, c'est franchement pas son truc. Parce que c'est ses parents, mais c'est pas elle. Elle est née en France et puis elle veut voir autre chose. Donc, elle rejette la culture américaine, elle s'est désaffiliée avec la culture française, elle pense que c'est les parents, c'est pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher ailleurs. Elle va chercher dans une culture qu'on connaît absolument pas en France, avec laquelle nous avons des liens historiques qui sont tenus. On n'a même pas été capable d'envoyer des militaires en Corée du Sud pendant la guerre. La France a été le pays qui a mobilisé le moins ses ressources. Pour cause, elle avait affaire avec l'Indochine, donc on n'avait pas à s'embêter là-bas. Puis d'ailleurs, il y a eu le Vietnam. Donc, vous voyez, cette affiliation, cette élection, cette affinité qu'elle peut trouver avec une culture distante, ça, c'est du vrai cosmopolitisme, dans le plus fort qui soit. Alors, c'est un profil qui n'est pas, c'est un parcours plutôt, trajectoire, qui n'est pas celle de tout le monde, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette Hallyu arrive à agréger des minorités. Alors, j'insiste sur ce point. Par exemple,
en fonction de la couleur de la peau, et vous trouvez des personnes qui ne sont pas forcément blanches. Vous prenez le critère du corps. Vous regardez des jeunes femmes danser des covers, elles n'ont pas toutes la taille des Blackpink, et de loin même. Hein. Au contraire, parfois, elles peuvent même avoir des problèmes de surpoids et surpoids sérieux. On est en train de faire l'enquête, c'est spectaculaire, ça existe. Vous pouvez voir à la K-Pop Festival de Paris des jeunes femmes voilées et pas voilées. Et ça, franchement, c'est aussi une nouveauté. Des jeunes garçons dont l'orientation sexuelle n'est pas forcément celle de la masculinité dominante, plutôt soft ou alternative. Donc, et vous trouvez des jeunes femmes blanches, mais plutôt classe populaire déclassée. Donc, il y a tellement de cette capacité extraordinaire, c'est agréger des minorités, en tout cas tous qui ont quelque chose à dire en termes de rapport de domination. Alors ça, c'est un point important. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile pour l'instant de répondre à votre deuxième question, c'est-à-dire une capacité à classer les produits. C'est toute la value qui pour l'instant fait rêver. Ça ne veut pas dire que tous ces jeunes consomment tous les produits, mais ces produits sont faits aussi pour que quand vous tombez, c'est comme la potion magique, hein, vous commencez à en boire, vous la buvez tous les jours, sauf ceux qui sont tombés dès la naissance. Mais ce n'est pas le cas pour la Hallyu, parce qu'on y arrive à la Hallyu. On ne naît pas consommateur de Hallyu, on le devient. Et c'est ça toute la différence avec la culture japonaise qui est tellement répandue, la culture américaine, que fatalement on la connaît. Là, c'est un choix électif. J'insiste sur le fait que c'est une véritable élection. Donc, on choisit plutôt un moment, un produit, parce qu'on peut aimer plus les K-dramas que les chansons. Mais ça marche ensemble, parce que c'est d'ailleurs pas par hasard que, vous voyez, ce jeune homme qui est là, vraiment, c'est un de mes acteurs préférés. C'est pas seulement un excellent acteur, mais il est aussi un entertainer accompli. Il est capable de faire de la cuisine, il danse, il chante. Parce qu'une fois que vous voyez à longueur d'épisodes, et nous sommes en train d'interroger des jeunes femmes qui regardent 100, 150, 200 séries télé. C'est colossal. Moi, j'ai des étudiants qui passent la nuit entière. Et que dans chaque épisode, vous voyez souvent les gens manger et les individus manger. Fatalement, on s'explique qu'après, comment ça se fait que la rue Sainte-Anne, qui a toujours été en haut lieu de la gastronomie japonaise, maintenant est en train d'être réinvestie par les Coréens. Donc, c'est fait pour qu'on puisse passer d'un produit à l'autre. D'ailleurs, moi aussi, je suis dans ce cas-là parce que, à force, je passe d'un produit à l'autre. C'est le principe du transmédiatique, du transmédia, est vraiment fait pour appliquer comme une stratégie marketing, parce que c'est l'ensemble qui est vendu. Et par rapport à la première question, je vous ai répondu, hein, non, pour l'instant, on n'a pas encore de phénomène si vous voulez, de légitimité. La seule chose qu'ils regardent, parce que comme ce n'est pas encore mainstream et que écouter ça, c'est plutôt être sur la défensive, parce que je vous l'avais vu dans le livre, hein, il y a des jeunes femmes qui se font traiter très mal par les parents et par les copains, parce que derrière, il y a du machisme, il y a du sexisme, il y a du racisme, il y a du patriarcat, tout ce que vous voulez. On a eu droit à des mots extrêmement vulgaires hein, que les jeunes filles utilisent et que les parents, surtout les pères, utilisent à leur égard pour les traiter de, voilà, enfin bon, jeune femme en chaleur parce qu'elle est en train d'écouter des Chinois, quoi, qui sont tous des PD parce que vous avez vu de leur gueule. C'est ça qu'on a trouvé dans les entretiens. Donc, c'est très difficile maintenant de pouvoir avoir un raisonnement en termes, si vous voulez, de légitimité si la LIU dans son n'est pas tout à fait légitime. Par contre, ce raisonnement peut s'appliquer pour le cinéma et pour la littérature. Mais c'est normal, le cinéma et la littérature sont plus facilement sujet en France, en tout cas, à ces phénomènes de légitimité. Peut-être aussi la chanson, mais pas les séries télé. Hein. Séries télé, c'est pas le cas. Hein. Voilà, c'est plutôt, comment dire, la seule chose qui joue, c'est la proximité que ces jeunes peuvent construire à l'égard d'un produit parce qu'ils se reconnaissent, ils s'identifient et surtout, je pense que l'intérêt de cette enquête, c'est de voir ce qu'ils en font en termes d'empowerment. Si je disais la jeune femme noire qui fait ce choix, ça c'est de l'empowerment, parce qu'elle se mettra à étudier le Coran, peut-être parce qu'elle fera un cursus de Coran, et peut-être parce qu'elle dit un jour, je vais travailler dans le domaine des relations publiques avec la Corée, les relations internationales, une entreprise coréenne, je vais vivre là-bas, peut-être que mon copain sera coréen. Ça c'est de l'empowerment. Et c'est ça qui était pour nous plus important qu'une enquête plus classique sur les goûts culturels. Ce n'était pas vraiment ça qu'on a fait en fait.
Et j'en profite pour dire que ce qui est très drôle, c'est que l'acteur qui apparaît derrière vous, il apparaît là dans son rôle dans une série qui a eu énormément de succès en 2021 et qui s'appelle Vincenzo, ce qui a quand même dû vous paraître un signe du destin assez incroyable. Parce que c'était assez peu probable finalement que vous ayez un héros à votre nom dans les K-dramas, mais si, c'est arrivé. Eh ben, je vais vous dire même plus que ça. Si là, je suis en train de faire avec Sylvie et une autre collègue, Julian Lee, une étudiante coréenne, qui chez nous, on est en train de faire une grande enquête en Corée du Sud, y compris auprès des scénaristes. Vous savez, on est entré aussi, et pas seulement par le talent de notre collègue coréenne, mais c'est parce que tout simplement, je m'appelle Vincenzo et que cette personne écrit au scénariste de Vincenzo en disant « Je veux venir en Corée avec le vrai Vincenzo ». Le mec a répondu 2 minutes après en disant « Banco ». On a interviewé le scénariste de Vincenzo, on a dîné avec lui, on a passé toute une soirée. Je m'étais présenté avec un t-shirt sur lequel c'est écrit que Sylvie m'avait offert pour l'occasion. « My name is Vincenzo and I'm a real Italian ». Voilà. Donc, et depuis, quand je vais là-bas, tout le monde m'appelle Vincenzo. Ils adorent parce que c'est une série télé. D'abord, j'invite tout le monde à la regarder. Elle est exceptionnelle. Puis lui, l'acteur, il est carrément génial, quoi. Il me reste bien sûr des questions, mais avant de les poser, je voulais quand même un petit peu comme le pacte de ce séminaire proposer aux personnes de la salle de poser leurs questions avant, si elles le souhaitent, et si elles souhaitent déjà prolonger la discussion dans une des directions qu'on a commencé à aborder ou ouvrir un nouveau sujet. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez prendre la parole ou poser des questions. Oui, du coup, pour prendre la parole, vous pouvez soit lever la main, et sinon, si vous avez des problèmes de son, vous pouvez poser des questions dans la discussion et je m'en ferai le relais si vous voulez. Peut-être ça peut être bien de vous présenter un tout petit peu au moment où vous posez la question, mais ce n'est pas obligé. Voilà. Et bien, Geneviève Cellier, je vois que vous levez la main. Allez-y. Oui, merci. Merci beaucoup. C'était passionnant. Comme vous savez, j'ai découvert votre livre il y a quelques mois. J'ai fait une recension sur mon site et je suis plongée dans les K-dramas jusqu'au cou depuis 2 ans, et en particulier dans les romances. Et donc, j'ai récemment osé faire un papier pour bon, qui est en lecture là, sur des séries que j'analyse comme féministes parmi les cadres. Bon, en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est un peu en relation avec ça. J'ai appris que la plupart des scénaristes de ces K-dramas qui m'intéressent sont des femmes, et qu'il y a une division du travail qui est absolument systématique. Les femmes écrivent et les hommes réalisent. Et donc, la question que je me pose, c'est quel est le rapport hiérarchique entre les scénaristes femmes et les réalisateurs hommes est-ce que c'est selon les genres? Parce que j'ai vu évidemment que dans les policiers et les thrillers, les scénaristes sont plus souvent des hommes. Les réalisateurs sont toujours des hommes, hein, mais les scénaristes femmes sont surtout présentes dans les romances et aussi un peu dans les films à costume. Hein. Bon, voilà les questions que je me pose actuellement. Ben d'abord, je suis content de faire votre connaissance et merci encore pour votre lecture généreuse de notre ouvrage. Passionnée. Et très généreuse, très généreuse. Et je suis content, en plus, je me réjouis de savoir que vous êtes en train vous avez écrit un papier que nous lirons avec plaisir parce qu'on est vraiment investi sur la question, forcément, des scénaristes. Alors, c'est pas facile de répondre parce que nous sommes en train de faire l'enquête auprès des scénaristes coréens. Et c'est un monde très particulier. Alors, comme pour le reste, c'est à la fois d'inspiration très américaine, mais aussi extrêmement coréen. Donc, la chose qu'on peut dire, c'est que vous avez raison de dire, c'est les scénaristes, c'est les femmes. Et ce n'est pas par hasard si la façon dont on traite la romance a une connotation très particulière. Dans tous les entretiens, la chose qui est la plus massive, c'est que ces séries télé parlent d'amour, mais absolument pas comme les autres. Alors, c'est comme si vous voulez, prenons très sérieusement les choses.
et sans revenir sur le fait que dans le monde occidental, c'est les hommes qui ont parlé souvent d'amour, aussi bien dans les sonnets que dans la littérature romanesque, au cinéma. Mais on met ça de côté. Quelle que soit la façon dont on essaie d'attraper la chose, la vérité, c'est que chez nous, les produits culturels ont cessé de traiter de la romance, en le reléguant à un genre mineur. Soit c'est la chick lit, alors Bridget Jones, alors c'est des grands succès, mais vous voyez, c'est des choses qui diraient que ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est bien fait, mais sans plus. Soit alors c'est les romans que vous trouvez à Harlequin, des trucs comme ça. Les Corans traitent ça très sérieusement, et en plus avec une haute qualité, j'insiste, mais bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est très bien fait. Et en faisant même de la romance, l'objet même. Donc c'est comme s'il y avait un vide culturel quelque part, la romance s'est réfugiée à Séoul. Si bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus Venise, la capitale de l'amour, ce n'est plus Paris, la capitale de l'amour, c'est Séoul. Tous les circuits qui sont organisés touristiques de jeunes femmes et de jeunes hommes qui se présentent à Séoul et qui, par exemple, s'habillent en costume traditionnel, en faisant un tour, en se tenant par la main, parce que, comme autrefois, on allait à Venise et puis on s'embrassait devant le pont des Soupirs, puis à Paris, je ne sais pas, ça peut être Montmartre, un truc comme ça, ou sur un banc, voilà, sur un banc, c'était au Luxembourg, mais non, ce n'est pas ça, il faut aller là-bas. Donc, ça crée des imaginaires qui ne sont pas que touristiques, ça crée une façon de concevoir l'amour qui n'est pas la même, parce que quand le mec, il te met 12 épisodes pour poser sur les lèvres de la jeune fille un baiser qui est d'une chasteté totale, et que la jeune femme écarquille les yeux comme ça, et qu'on attend ça avec trépidation, et qu'on trouve absolument pas ça ridicule, c'est ça qui est fou. C'est qu'ailleurs, ça serait ridicule, quand ils le font, ça marche. Alors ça ne peut pas être de l'exotisme, ça ne peut pas être parce que nous sommes niais, parce que nous sommes habitués à des productions d'un haut niveau, c'est qu'ils ont cette capacité à traiter des choses de la vie, les choses les plus essentielles, d'une façon particulière, et je pense que c'est notre hypothèse dans notre ouvrage à venir, que le fait que ce soit des femmes qui parlent d'amour, qui s'adressent à des femmes, ah ben excusez-moi, mais d'un point de vue féministe ou pas, ça, pour moi, ça joue un rôle fondamental, quoi. Évidemment. Évidemment, en fait, parce que les jeunes filles, quelque part, elles reconnaissent l'amour traité par des femmes comme elles. Et après, je veux bien que les producteurs soient des hommes, mais le contenu culturel, c'est les femmes qui l'écrivent. Et vous le savez mieux que moi que dans les séries télé, c'est le scénariste qui est plus important. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas le cinéma. Le cinéma, c'est autre chose. C'est le metteur en scène. Mais alors, du coup, là, ça change tout. Mais pour la série télé, si le scénario est traité de cette façon-là, après, vous avez beau essayer de le changer, mais ça ne marche pas, quoi. En plus, je termine. C'est une vraie culture participative. C'est-à-dire, une fois que les 2 premiers épisodes sont diffusés, eh ben, le public participe en disant « Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, etc. » C'est la raison pour laquelle aussi l'amour est traité de façon chaste, parce que c'est des séries télé coréennes, société conservatrice, très pudique, ça se voit à la télé, il est impossible d'avoir une scène de sexe. D'ailleurs, la scène de sexe dans le Squid Game qu'on voit, mais Squid Game, c'était d'emblée pensé pour être global, produit par Netflix, oui, c'est produit par Netflix. Vu d'abord à l'étranger et que les Coréens n'aiment pas trop comme moi, je déteste Squid Game. Parce que ça n'a rien d'K-drama d'ailleurs. Ça n'a rien d'K-drama. Donc voilà, du coup, la question est très simple. Quand vous allez en Corée du Sud, vous êtes obligé de devenir un peu comme lui. Moi, j'ai fait le coup à Sylvie du parapluie parce que la première soir qu'on est arrivé, il pleuvait des cordes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis prêché en face dans un kobili, en face. J'ai vu un parapluie, j'ai rattrapé, j'ai ouvert ça. Bon, mais c'était fait parce qu'à force de voir des K-dramas, on va vivre une K-life, quoi. C'est une sorte de K-life. Parce que c'est vendu comme ça. Mais... Oui, mais si vous voulez, moi, ce qui... Excusez-moi, oui, d'accord. Ok, juste pour dire qu'il y avait d'autres questions d'autres personnes, mais ça dépend si c'était... je voulais pas vous interrompre, j'ai cru que j'avais un créneau. On pourrait continuer la discussion. Du coup, il y avait une question de Noémie Couillard qui vous demandait est-ce que les actions de l'État coréen en faveur de cette production peuvent être un peu plus décrites, et en particulier en quoi est-ce que ces actions de Sweet Power elles se différencient d'une politique culturelle comme celle développée en France. Et après, il y aura encore une autre question, mais je vous laisse d'abord celle-ci. D'accord. Bon, par exemple, très simple, quand on commence à pirater, le piratage de la musique de K-pop commence à se diffuser, etc., l'administration, elle finance l'ouverture de salles de musique et des salles de concert pour que justement on puisse continuer à aller avoir
à écouter et à payer. Donc, bon, des choses comme ça, hein, très simples. Autre chose très simple, en 2018, l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, invite les BTS pour un discours. Pourquoi? Parce qu'il fallait promouvoir un grand programme international soutenu par l'UNICEF à destination de la jeunesse, donc la promotion des questions d'inclusivité au sein de la jeunesse et notamment comment faire en sorte qu'on puisse intervenir pour assurer une transition décente entre l'école, la formation et le travail. Bon, qui a été appelé pour être le témoin quelque part, le sponsor de ce programme global? Ben, les BTS, pas un groupe occidental. Qui est intervenu là-dessus? L'État coréen. L'État coréen a insisté en disant, mais on a quelqu'un qui pourrait faire ça parfaitement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la fiche Wikipédia, aujourd'hui, c'est ceux qui vendent le plus, c'est ceux qui ont le plus de prix de la critique internationale. Donc voilà, c'est de cette façon-là qu'ils interviennent. Quand dans les rencontres internationales, je ne sais pas, si le président coréen se rend aux États-Unis pour parler d'affaires, il n'apporte pas que des grands industriels comme le fait le président français, il accompagne aussi de stars de la Hallyu, vous voyez. Donc, tout ça, ça paraît tout bête, mais ça marche. Quoi. Donc, ce n'est pas créé par l'État, mais l'administration participe, si vous voulez, du rayonnement. Ou alors, quoi encore, toutes les agences étatiques étaient créées pour mesurer parfaitement la rentabilité du système. Il faut imaginer que pour les Coréens, la Hallyu, c'est une marchandise, dans le sens fort du terme, parce que ça produit de l'argent et que toute question artistique, je ne sais pas que c'est inexistant, mais c'est nous qui travaillons à partir de ces catégories. Pour eux, c'est des marchandises, ça se vend quoi. Bon, alors ça, c'est une question, puis je vois d'autres questions. Oh là là, il y en a plein. Hein. Du coup, Lorraine, est-ce que je lis votre question ou est-ce que vous voulez Ali, soft power, oui, excusez-moi, il y a la question du point de vue de Vincenzo, qu'est-ce qu'elle fait comme soft power, oui. Alors, bon, d'abord, je pense pas l'efficacité. Je pense qu'on a utilisé le terme de sweet power parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas à chaque fois dire, parler de soft power, c'est souvent faire l'hypothèse que ce que l'État fait, ça marche. Et en fait, pas forcément. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière que vous ne pouvez pas inventer. Vous savez quelle est la grande chance de la Corée du Sud? Mais c'est son histoire. C'est-à-dire qu'à la différence des États-Unis, par exemple, et du Japon, les deux grandes pop cultures, la Corée du Sud est irréprochable. Ben, n'oublions pas tout ce qu'on peut reprocher aux États-Unis. L'impérialisme culturel américain et pas que culturel. N'oublions pas ce qu'on peut reprocher au Japon, notamment ce que les Japonais ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale en Mandchourie et en Corée du Sud avec les femmes de confort. La Corée du Sud est sans tâche, un pays qui n'a jamais été impérialiste, qui a été plutôt vassal ou colonisé et qui, en 40 ans, 50 ans, réussit à faire ce que les Japonais font en un siècle et les Occidentaux en un siècle, c'est-à-dire devenir une nation ultramoderne. Donc, si ça marche en termes de sweet power, c'est que c'est une ancienne small nation qui, à partir de rien, parce qu'ils n'ont aucune ressource, en investissant sur l'éducation, c'est parmi aujourd'hui les premiers dans les classements quand vous faites aussi bien les universités Shanghai que PISA, dans les enquêtes PISA. C'est un public très éduqué. D'ailleurs, je n'ai pas… Clémence, on n'a pas insisté assez sur ce point. C'est de haute qualité parce que c'est d'abord fait pour être consommé en Corée du Sud et les Coréens ont un haut niveau d'éducation. Donc, forcément, ils sont habitués à avoir des produits de qualité, quoi. Donc, je disais, à la différence ces autres pays, cette ancienne small nation qui devient maintenant un protagoniste se vend comme un pays qui elle n'exporte pas un Korean way of life, elle n'exporte pas un idéal pour conquérir le monde, elle exporte des valeurs. Et Geneviève, qui voit des K-dramas, voit bien de quoi je parle. C'est des valeurs qui sont celles, par exemple, de la sollicitude pour autrui, l'amour d'autrui, la douceur, le fait de vivre ensemble. Oh, je pense que ça fait mouche parce que précisément, ça vient d'un pays qui n'a jamais dominé, qui a été dominé et qui aujourd'hui propose des choses de façon plus douce. C'est la raison pour laquelle je termine, Sylvie, on parle de globalisation culturelle alternative. Hein. De ce point de vue-là, nous sommes à milieu de ce que font les Américains.
Ok, on avait une remarque, question de Lorraine Gel, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui est très contente de ce travail passionnant sur la K-pop. Elle avait une remarque sur les enjeux de légitimité à l'intérieur de la K-pop. Selon son expérience, elle a l'impression qu'il y a quand même des enjeux de légitimité qui émergent avec la diffusion de la K-pop. Plus ça se diffuse, plus il faut prouver qu'on s'y connaît, c'est-à-dire en citant d'autres références que Blackpink, qui sont considérées régulièrement comme pas vraiment de la K-pop, ou aller au-delà de BTS. Du coup, est-ce que vous avez vu ça dans vos entretiens, le fait que des enjeux de distinction se jouent à l'intérieur des fans de K-pop entre de la K-pop mainstream et d'autres formes de K-pop? J'espère que je ne déforme pas la question Non, non, mais bon, j'ai répondu avant, hein. Moi, je n'ai pas vu. Puis l'enquête n'était pas faite vraiment pour ça. Ce que nous avons vu avec Sylvie, c'est une défense à outrance de l'ensemble. Après, forcément, hein, je suis d'accord avec Lorraine, hein. Il est parfaitement possible qu'à force d'entendre les BTS, on considère que c'est un mainstream. Mais la question, c'est que la K-pop n'est pas encore mainstream. Et tant qu'elle n'est pas encore mainstream, il y a une sorte de vision plus globale du phénomène. Bon, après, oui, c'est parfaitement possible. On y sera plus attentif une autre fois. Mais bon, je ne sais pas vous répondre, hein. Moi, a priori, je dirais que ce n'est pas ce qui est le plus important, mais je ne l'écarterai pas au vu de vos arguments. C'est possible. Je vais donner la parole à Marie Sonnette. Je crois parce que j'ai alterné entre l'écrit voilà. Et Clémence, si tu veux intervenir. Et après, il y aura la question de Chloé, puis celle de Lauriane. Et je crois que ça ira. Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci pour l'ouvrage, parce que je pense que je peux parler au nom de beaucoup d'enseignants et enseignantes de sociologie de la culture, etc., où on était un peu démunis. Enfin, moi, personnellement, depuis quelques années, voir arriver des sujets de mémoire sur la K-pop et de ne pas avoir de référence aussi manifeste à proposer. Donc, voilà, c'est vraiment chouette d'avoir maintenant cet ouvrage vers lequel renvoyer et puis nous-mêmes aussi s'appuyer pour pouvoir diriger ces travaux, parce qu'effectivement, on a des étudiants qui commencent à travailler sur cet espace culturel et sur les productions de cet espace culturel beaucoup plus qu'auparavant. Moi, j'ai une question, du coup. Alors, je ne sais pas si c'est une partie de l'enquête que vous avez faite ou pas. Vous pouvez très bien me dire, en fait, que pour l'instant, vous ne vous êtes pas intéressé à ça. Ce serait complètement compréhensible. Mais sur vraiment la réception et l'appropriation en France de la K-pop, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une capacité d'avoir un peu une image, une cartographie de la manière dont la K-pop aurait pénétré les mondes culturels en France, et notamment les pratiques culturelles, d'un point de vue économique, avec des chiffres de vente, mais aussi de streaming, etc., etc. Est-ce que ça nous permettrait peut-être d'en savoir plus sur les pratiques culturelles des Français et des Françaises, mais surtout, en tout cas, certainement, en tout cas, des plus jeunes, et puis de regarder aussi l'intégration des idols dans les lieux de la culture mainstream, ailleurs qu'en Corée. Alors, effectivement, vous le disiez, hein, sur les États-Unis notamment, mais alors moi, il y a un endroit où je les vois en ce moment, c'est dans les Fashion Week, puisque ils et elles sont invités sur je sais même pas comment ça s'appelle, enfin bref, les endroits où ils font se prendre en photo, etc. Mais voilà, est-ce que ça pénètre aussi d'autres types d'endroits, et notamment des lieux en fait plus légitimes, forcément. Là est ma question, de savoir, est-ce que il y a aussi au même titre que de la pop américaine qui viendrait, alors effectivement, Energy Music Awards, j'imagine que oui, mais je n'ai pas forcément regardé sur les derniers, ou ce genre de choses. Et notamment, en fait, par rapport à votre dernière question, qui est une des dernières questions dans le livre, hein, sur l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire, est-ce que la K-pop serait aujourd'hui une nouvelle hégémonie culturelle? Ma question, ce serait de savoir, est-ce que la K-pop est vraiment, je suis vraiment preneuse de cette réponse-là, ou en tout cas de début de réflexion là-dessus, devient un genre à part entière, ou est-ce que c'est une déclinaison locale, une appropriation locale de la pop, qui est en fait ce terme valise pour parler de beaucoup de musique populaire, et notamment, en fait, si elle devient un genre et si il y a une hégémonie qui se produit, c'est pas seulement sur la réception, mais c'est aussi sur les types d'appropriation. Est-ce qu'on pourrait imaginer, et est-ce que c'est déjà vu, en fait, qu'on aurait des groupes de jeunes personnes en France qui disent et font de la K-pop, en France ou ailleurs,
Voilà, moi je pense bien sûr à des styles musicaux, par exemple en Afrique subsaharienne, qui ont pu pénétrer certains groupes de musique en France, voire même des groupes de musique en France disant faire de l'afro-trap ou ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose avec la K-pop? C'est-à-dire, est-ce qu'on commencerait à avoir, au sens sociologique du terme, une catégorisation sociale en tant que genre musical qui permettrait, je pense que oui, hein, enfin il y a plein d'indices qui montrent que oui, mais qui du coup permettrait aussi des appropriations locales et des circulations de ce type particulier de pop, qui ne serait pas seulement une déclinaison coréenne de la pop culture, mais aussi bien une création d'un genre nouveau. Voilà. Merci pour toutes ces questions Et passionnantes. merci beaucoup. Et je préviens que je vais devoir partir dans 15 minutes chercher mes filles à l'école, donc je m'excuse d'avance. J'y réponds immédiatement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre définition d'hégémonie. L'hégémonie, ce n'est pas forcément être mainstream. Hein. L'hégémonie, c'est quand, je sais pas, Matrix est tourné comme un animé japonais, sans que personne ne le sache. Ça, c'est une hégémonie. Mais Mozi, c'est quand John Lennon dit Before Elvis, there was nothing. Et donc, on ne peut pas faire du rock sans Elvis. C'est l'hégémonie. Donc, si on applique ce concept à la K-pop, il faudrait trouver quelque chose qui aille dans ce sens-là, pas seulement de la consommation, mais de la création qui reprenne ces canons et tout. Bon, en France, j'en suis pas certain, j'ai pas vu de groupe, peut-être que je me trompe, mais bon, je ne sais pas tout. Je sais que par contre, il y a d'autres pays où c'est le cas, mais où le phénomène est beaucoup plus vieux. Par exemple, l'Argentine et l'Amérique latine sont depuis longtemps une terre de conquête de la Hallyu et de la K-pop notamment, si bien que par exemple en Argentine, on devait y aller avant la pandémie et puis la pandémie a tout. Hein. Il y a tous les ans ce qu'on appelle la Semana Coreana. C'est une sorte de festival qui dure une semaine où se produisent des groupes de K-pop coréens et argentins. Argentins, vous voyez. Bon, alors, faut voir si en France, tout ça, ça va être le cas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la France est devenue un grand pays de cover. D'ailleurs, pour la légitimité, je ne sais pas si je réponds à votre question, au mois de mai, début avril, Sylvie et moi avons été invités par le musée Confluence à Lyon, bon, c'est le 3e musée de France, qui avait organisé toute une journée le K-Pop Day, et pendant toute l'après-midi, il y avait des groupes locaux de covers de K-pop, donc qui ne produisent pas de la K-pop, mais ils font des covers, etc. C'était des dizaines de groupes qui dansaient à l'extérieur du musée, et pour la première fois, ils ont été invités à danser à l'intérieur du musée dans l'amphithéâtre. Et c'est là que Steve et moi avons fait notre conférence. Bon, il y avait 300 personnes qui ont scandé le nom de Vincenzo. Évidemment, elle se fait chier de moi parce que je m'appelle Vincenzo. Mais bon, j'ai pu sentir ce que c'est que le frisson de pouvoir imaginer, c'est que le frisson de chanter devant le Stade de France. Quand les Blackpink vont venir, j'y serai cette fois-ci, le 15 juillet au Stade de France. Bon, là, c'est 80 000 personnes. En plus, c'est Blackpink, hein, c'est les vrais. Donc voilà, donc la légitimité, oui, ça se fait ça, mais peut-être ça va se continuer. Pour l'instant, ce qui marche, c'est que ces produits sont vraiment un instrument de soft power. Hein. Quand Macron les invite à l'Élysée, c'est parce qu'il sait que chacune des 4 nanas des Blackpink est l'égérie de Chanel, Dior, Chloé. L'industrie de soft power français, ce qui est resté, c'est quand même le luxe, quoi. Donc, s'il les invite, c'est parce qu'il sait pertinemment que c'est elles aujourd'hui qui permettent de continuer à disséminer et diffuser l'image française de très haute qualité. C'est elles et pas les, comment s'appelle ça, ces danseuses américaines, enfin bon, j'ai oublié le nom. Hein. Bon, voilà, donc, en termes de légitimité, je ne sais pas, mais comme je ne suis pas sociologue de la culture, moi, je ne regarde pas ça, vraiment, mais parce que c'est je ne suis pas outillé pour faire ça. Sylvie, sans doute, l'aurait vu mieux que moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, il y en avait plein. Peut-être pas. Non, vous n'avez pas l'air. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas tout. Si, non? Du coup, il y avait aussi une question de Chloé Karen, qui vous remercie et qui écrit en ce moment un mémoire sur les fans de K-pop en Belgique et leur rapport à l'international.
Et donc, elle vous demandait qu'en est-il du paradoxe entre la Hallyu qui utilise des valeurs culturelles de gauche, féminisme, communauté LGBTQI+, alors que la société coréenne est pourtant tout l'inverse, chirurgie esthétique, homophobie, maigreur. Et je vais relier avec la question d'Héloïse Mayou, qui est en ce moment en Corée du Sud, et qui rencontre des Coréens qui lui disent ne pas tant écouter de la musique d'idol. Et donc, il se demande si le contenu est façonné plus pour un public international. Héloïse et Chloé, si jamais ces deux questions n'étaient pas liées, je suis désolée, mais je trouvais qu'il y avait un petit lien sur pour quel public c'est fait. Et est-ce que ça peut expliquer le paradoxe mis en avant par Chloé? Il faut allumer le micro, ça marchera mieux. Les deux personnes ont parfaitement raison. La Hallyu, le nom même Hallyu est vague coréenne, c'est-à-dire quelque chose qui est exporté. C'est les Chinois qui ont inventé ce nom parce qu'ils ont commencé à recevoir en pleine figure ces produits, les Japonais aussi, et puis petit à petit le reste du monde. Non, c'est fait pour être exporté. Après, on ne peut pas dire non plus que ce soit complètement distant de ce qui se passe là-bas, parce que je suis désolé, hein, si justement, on ne sait pas si tous les garçons coréens ouvrent le parapluie quand il pleut, mais on sait pertinemment que, ne serait-ce qu'en termes de sexualité, il y a des codes à respecter, comme le sait Geneviève, sinon on verrait aussi du sexe dans les séries télé. Donc, il y a un lien très subtil entre le lien entre la réalité coréenne, la société coréenne et ses produits, et puis la distance qui est liée à l'autonomie artistique, le message qu'on veut véhiculer, et l'idée qu'ils peuvent se faire de ce que les étrangers adorent. Avec un bémol, l'enquête qu'on est en train de faire sur les scénaristes est quand même intéressante, au moins sur un point, c'est qu'ils sont eux-mêmes étonnés du succès. D'ailleurs, quand on leur dit comment ça se fait que vos séries télé ont un succès à l'étranger, ils vous disent, ben on n'en sait rien, c'est eux qui nous posent la question. Donc, il y a un miracle quelque part entre la Corée que nous rêvons et la Corée qu'eux, ils décrivent. Et c'est ces miracles-là que Sylvain et moi aimerions analyser dans notre ouvrage sur les K-dramas. Donc voilà, c'est normal chez eux. Non, les Coréens n'aiment pas tous les idoles, les Coréens n'aiment pas tous les groupes. Ils peuvent en être fiers, ils peuvent en parler parce que, je ne sais pas, c'est comme si moi je disais que je n'aime pas Ferrari. C'est pas possible, quoi. Je suis italien, je dois aimer Ferrari. Enfin, pas tout à fait, mais enfin, ça existe, ça fait partie de la culture. Ferrari, mais jamais je rêve de Ferrari. Mais ça fait partie de mon paysage depuis toujours. Donc, eux, c'est pareil, ça fait partie du paysage, ça ne veut pas dire qu'ils en consomment. Il y a beaucoup de indie, beaucoup de musique indépendante là-bas. Évidemment, fatalement, ce n'est pas celle qui est exportée. Je termine sur un point. Quand on va en Corée, on est allé plusieurs fois, on ira encore cette année plusieurs fois, parce que pour des raisons strictement professionnelles, que si moi, on ouvre Netflix Corée du Sud, on a vu quelques séries télé, quelques films, on a dû arrêter parce que ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués à l'étranger. Donc, vous voyez, il y a aussi cette distance. Donc, bien sûr, ce n'est pas tout à fait... voilà, c'est aussi marketé. Et puis, sur les contenus, le contenu de la K-pop et des K-dramas vise essentiellement la question de la romance pour les K-dramas et du well-being pour la K-pop, c'est-à-dire toutes les questions d'amour. Un album emblématique des BTS, c'est Love Yourself. Vous vous rendez compte? Love Yourself, c'est pas Fuck Yourself, c'est pas Fuck the System. Ça n'a rien à voir avec ce à quoi nous étions habitués à un moment. C'est aimer soi-même et se prendre en charge, se construire comme une personne, avoir de l'estime de soi, etc. Alors, évidemment, tout ça, ça fait partie de cette happycratie dont parle Eveluz, dans une critique, enfin, dans une course de sociologie critique, on peut prendre ça avec la distance, mais en même temps, ça marche. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle elle est consommée et aussi une raison pour laquelle il y a un tel attachement de ces jeunes vis-à-vis de ces groupes comme alternative à ceux qui viennent d'ailleurs, parce que ça leur fournit des armes pour pouvoir construire dans un moment où il y a eu la pandémie, la crise sanitaire, beaucoup de difficultés, et ces chansons parlent de tout, parlent aussi des difficultés des jeunes quand ils sont à l'école. Ils parlent d'harcèlement à l'école, du fait que voilà, tout le monde ne peut pas être beau, etc. Alors, ça, c'est l'élément important. Et puis, l'inclusivité à la coréenne, ça n'a rien à voir avec d'autres inclusivités. Ce n'est pas un système de quotas. Les groupes K-pop sont coréens, quoi. Il peut y avoir quelques-uns qui sont thaïlandais, japonais, mais c'est un phénotype très particulier, un style particulier, un corps particulier.
Ils ne jouent pas comme nous au quota, c'est-à-dire on devrait mettre différentes couleurs de peau, différentes tailles, différents poids. Ce n'est pas du tout ça. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche quand même, parce que comme je vous ai dit, vous allez au K-pop festival à Paris ou ailleurs, eh ben, vous trouvez des gens qui sont en milieu du corps, de l'esprit des chanteurs et chanteuses de K-pop, et ça marche. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai peut-être... Par contre, c'est vrai que c'est les fans qui parfois poussent les idoles à prendre position, par exemple, sur la question Black Lives Matter. C'est les fans qui font des actions parce que, ma foi, ces idoles sont dépolitisées, quoi. Voilà, on le sait, c'est des marchandises. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire la révolution. Lauriane, à vous. Merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence et puis aussi Vincenzo, je suis contente d'avoir l'occasion de vous écouter enfin sur ce sujet. Je suis doctorante à l'Université de Paris et en fait j'ai fait mon mémoire sur la consommation d'actualité en Corée du Sud. Donc ça fait quelques années que j'ai un œil sur ce qui se passe en Corée et que j'ai vécu là-bas. Et j'avais une question peut-être au début de votre intervention, vous avez évoqué que vous travailliez au début sur en fait l'appropriation, notamment à la suite d'un voyage chez les jeunes, des cultures, notamment en Europe, si j'ai bien compris. Et là, ce qui est intéressant, c'est que généralement, la culture coréenne, elle s'approche avant le premier voyage et elle s'approche du coup de l'étranger. Et je me demandais si vous aviez eu, dans tous les entretiens que vous avez faits sur la réception, des inflexions de trajectoire une fois que les consommatrices avaient fait un voyage en Corée du Sud, puisque vous l'avez dit, la Corée du Sud, la société coréenne est très différente de ce qu'on montre dans les dramas et de ce qu'on entend aussi dans les chansons, que notamment les consommatrices sont souvent pas du tout dans les canons de beauté coréenne, et que du coup le voyage peut peut-être être un moment de désillusion ou je sais pas, peut-être en tout cas un moment difficile. Et est-ce que du coup cette consommation peut se reporter, on a vu notamment Parasite qui va un peu montrer les travers de la société coréenne. Est-ce que du coup la consommation va se reporter de cette on va dire culture très sweet vers une culture peut-être un peu plus revendicatrice qui va transparaître dans les films ou dans la littérature? Oui, bonjour Lauriane. Merci pour cette question. Quelque chose de magique avec la Hallyu et la Corée du Sud, pour le coup. Même avant d'avoir mis les pieds, il y a très peu de Coréabous, c'est-à-dire de personnes qui sont tellement fanatiques, qui pensent que la Corée, c'est un paradis. Et ce qui est extraordinaire, c'est plutôt le contraire. C'est qu'ils savent assez facilement, alors peut-être pas tout à fait les plus jeunes, hein, ceux qui tombent dedans. Mais c'est comme toute la question d'amour. Hein. Quand vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un, vous commencez par dire « Ah là là, non, il a tout plein de défauts ». Ça ne marche pas. C'est après qu'on découvre. Là, c'est pareil. Donc, au départ, peut-être moins, mais assez rapidement, elle, se dote de moyens critiques pour savoir la face cachée. Toute interviewée sait parfaitement que c'est une société patriarcale, toute consommatrice la plus forte de la K-pop, c'est que les conditions de travail sont, je veux dire, excusez-moi, mais parfois j'ai l'impression de lire des systèmes de esclavage, quoi, mais ils le savent. Toute consommatrice, c'est que, pareil, dans cette société, la hiérarchie est très forte, la compétitivité est forte, etc. Donc, ils sont au courant de tout. Mais pas par la Hallyu, en lisant autre chose, regardant des documentaires, en écoutant beaucoup d'influenceurs, youtubeurs, etc. Donc, leur vision de la Corée du Sud est une vision qui n'est pas enchantée. On a écrit un chapitre là-dessus pour montrer comment la Hallyu était un miroir. Et pour nous, c'est un chapitre central, parce que ça montre que, justement, la force de la capacité des consommateurs à savoir mettre les distances. Bon, alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout le monde n'est pas allé en Corée, bien sûr. Ceux qui sont allés en Corée sont revenus. Ben, je vous répondrai en donnant la même réponse que mon fils quand on était au Japon. Quand on était au Japon, mon fils me disait « Oh, papa, ici, on se croirait dans un film de Miyazaki. » On revient du Japon, on regarde Miyazaki et mon fils me dit « Papa, on se dirait au Japon. » Et c'est le cercle enchanté de la fiction qui crée des liens particuliers entre la réalité et la fiction, quoi. On oscille. Bon, alors ça c'est un point. Autre point. On peut revenir de Corée en étant
en déclarant être déçu de la Corée parce que c'est une société très individualiste, vraiment avec une grande solitude, contrairement à ce qu'on voit dans les K-dramas. Sans même pas évoquer les taux de suicide, mais on voit bien, ça se voit, quoi. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on déteste les postes culturels. Moi, excusez-moi, je peux être dégoûté par tout ce que les Américains ont fait depuis 40 ans en termes d'impérialisme à part du Vietnam. Excusez-moi, mais je regarde leurs films, je kiffe, quoi. Je peux être dégoûté par New York en disant c'est sale, etc. Dès qu'il y a une nouvelle série télé de New York ou un roman policier de New York, je continue de le lire. Bon, voilà, ils sont parfaitement capables de faire ça sans aucun problème. Parce que justement, c'est tout l'intérêt de la fiction, c'est de renvoyer quelque part la réalité, mais en disant c'est pas tout à fait comme ça. Et c'est ce double niveau que les fans sont tout à fait capables de maîtriser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Clémence, tu voudrais rajouter des petites questions peut-être maintenant qu'on a eu ce débat? Alors, je voulais vraiment laisser la place au public, mais s'il n'y a pas de questions immédiatement, vous aurez encore le temps d'en poser après. Je voulais en fait rebondir sur ce que Vincenzo vient de dire. Et moi, j'avais justement beaucoup apprécié ce chapitre que vous venez de mentionner, qui s'appelle Enchantement et désenchantement de l'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment une grande force du travail que vous avez fait sur les entretiens, de montrer qu'il n'y a pas de naïveté. Voilà, c'était vraiment une partie forte de l'ouvrage. Aucune naïveté. Et d'expliciter, mais aussi ce que vous venez de dire, quoi, la possibilité qu'on connaît toutes et tous dans nos pratiques culturelles personnelles, de voir à la fois très bien tous les problèmes et d'y croire quand même. Et je trouve que ça, c'est très bien décrit. C'est comme dans les histoires amoureuses, hein, dans les passions. Vous pouvez voir qu'il y a un problème et vous y croyez encore. Parce que si c'était comme ça, il n'y aurait jamais de lien possible. Et le lien qu'elles ont avec la Corée se crée sur une lucidité profonde, mais qui n'empêche qu'elles y croient encore, elles, ils, parce que les garçons aussi. Et en plus, vous le faites pour tous les points. Donc, j'avais noté un des passages où c'est l'éloge de la beauté, le pendant négatif, c'est la dictature de la chirurgie esthétique. La pudeur, son pendant négatif, c'est la répression des émotions. La tendre masculinité dans les relations romantiques, c'est le pendant d'une condescendance, d'un patriarcat persistant. La modernité, c'est discrimination et exclusion. Et il y a un élément dont j'ai moins senti le pendant négatif. Je me suis demandé si là, il n'y avait pas finalement un message qui passait sans ambivalence. C'est tout l'éloge que la Liu fait de la perfection qu'on atteint par le travail et la cesse plutôt que par le talent. Alors déjà, je trouvais que ça, c'était extrêmement intéressant parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait des phénomènes de production, mais l'idée que dans la production même de tous ces contenus culturels, le message qui passe, c'est vraiment nos artistes, nos idols, tout leur talent, ou presque tout leur talent leur vient du travail et pas de génie. On a quelque chose d'assez original dans le champ culturel. Et puis, vous remarquez que l'éloge du travail, le panégyrique du travail, il est encore plus apprécié par les jeunes amatrices issues des classes populaires et issues de l'immigration, le profil dont vous nous parliez tout à l'heure, le parcours dont vous nous parliez tout à l'heure. Et ça m'a intéressé, ce rapport des amateurs, des amatrices de la Liu à l'éloge du travail. Et voilà, donc je voulais savoir si vous en aviez un peu plus là-dessus et la réception de cet éloge-là. Écoutez, vous êtes parfaite, hein. Je crois que l'essentiel est dit. Alors, bien sûr, il y a toujours certains qui pourraient se dire qu'ils bossent comme des malades, ils sont épuisés, etc. Mais pas tant que ça. Pourquoi on insiste moins sur le côté négatif du travail? Parce que c'est la promesse de l'aube, comme dirait l'autre. C'est en vertu du fait que ce n'est pas le génie, ce n'est pas le talent qui permet de réussir, alors qu'ils le disent tous qu'ils sont excellents. C'est excellents chanteurs, excellents musiciens, hein, mais ça ne tombe pas du ciel, hein, c'est des années de travail, donc c'est la promesse que nous aussi on peut arriver. Imaginez des sociétés comme la nôtre, dans lesquelles il y a une promesse de mobilité sociale forte. Nous vivons dans une république, et même Macron n'arrête pas de le dire. Hein. Bon, voilà, cette sorte de canopée. D'ailleurs, Sylvie et moi, on a écrit un livre après celui-là, qui s'appelle Crispation sur la jeunesse crispée en France, qui est une critique, disons, aussi du pacte républicain à la française et qui montre, pour une fois, on a laissé de côté la production culturelle, on s'intéresse plutôt aux liens sociaux et au fait de vivre ensemble. Et pouvoir
qu'à côté du cosmopolitisme, il y a aussi le reste. Bon, alors, la société républicaine, qui est celle dans laquelle vivent nos jeunes, y compris ceux que nous avons interviewés, évidemment, et qui leur propose l'intégration, la mobilité sociale, la réussite scolaire, et donc, via cela, l'égalité. Bon, mettez-vous à la place de ceux qui sont éloignés de ce pacte, et notamment ceux qui ont une trajectoire sociale, migratoire, dont les parents vivent plutôt classe populaire ou classe moyenne, moins déclassée. Quel est le seul moyen qu'ils aient pour pouvoir aller chercher des moyens pour s'en sortir? Pas les cultures du talent, pas les cultures des promesses, c'est les cultures qui montrent concrètement comment on fait, c'est-à-dire la Hallyu. La Hallyu, c'est une gigantesque machine pour vous faire croire que vous allez y arriver vous aussi, parce qu'elle s'adresse directement à vous, par des messages qui portent sur votre propre construction personnelle, s'adresse à votre capacité à faire, et en plus, dans une dimension collective. Je ne sais pas si c'est la société coréenne, mais il y a quelque chose de magique qui fonctionne pour nos publics qui cherchent aussi un peu d'exotisme, c'est le confucianisme. Alors là-dessus, il faut peut-être insister un peu, parce que cette question, on est en train d'y travailler, Sylvie et moi. Il y a un grand paradoxe. Tous ceux qui connaissent la sociologie weberienne et classique savent que si on expliquait pendant très longtemps pourquoi les sociétés d'Asie de l'Est n'étaient pas capitalistes, c'est parce que justement le confucianisme était pas le protestantisme, et que le protestantisme a permis en Europe et en Occident l'essor d'une certaine ethos capitaliste, bon, la thèse weberienne, alors que là c'était le contraire. Avec ses valeurs fondatrices, le confucianisme empêchait le capitalisme de décoller. Bon, un siècle après, enfin, moins d'un siècle après, on a assisté au contraire. C'est des sociétés qui sont très confuciennes, notamment la Corée du Sud, parce que le Japon n'a jamais été vraiment confucien, l'a été en partie, il a été aussi bouddhiste et shintoïste notamment, le shintoïsme qui est une religion portée par l'État, par le nationalisme japonais, et la Chine qui a inventé le confucianisme, c'est quand même un pays aussi qui se veut communiste, donc un confucianisme matiné de autre chose. Mais la Corée du Sud se veut comme la dépositaire du confucianisme. C'est même le pays le plus confucien qui soit, c'est la Corée du Sud. Et ils mettent ça en avant. Ils mettent ça en avant partout, y compris dans les produits culturels. Donc, vous savez, on a trouvé des ouvrages de sociologues qui parlent aujourd'hui du capitalisme confucien. C'est au fond, si sociétés réussissent, c'est parce que c'est des sociétés collectivistes, de l'ordre, de la transmission et de l'éducation et du travail. Bon, alors, vous voyez, ça fait penser une société qui n'est pas tout à fait comme la nôtre, mais le centre de ça, c'est l'individu qui travaille. Alors, pour des jeunes qui viennent de réalités sociales qui sont parfois de relégation ou simplement de discrimination, domination, cette valeur travail permet de faire le lien entre la France et la Corée du Sud. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, très. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant, parce que moi, ça me fait me poser beaucoup de questions sur à quel point c'est de l'empowerment, si au final, je trouve que c'est ça qui est la tension hyper intéressante. On voit toutes les dynamiques d'empowerment que ça a pour les classes populaires, pour les populations discriminées. Totalement. Et en même temps, si c'est aussi, si ça maintient aussi tellement dans la valeur travail et là-dedans, c'est très ambivalent. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est sûr. Tout à fait. Et après, bon, cet empowerment, ça, vous le trouvez ailleurs aussi. Je sais pas, on peut avoir des doutes sur la romance coréenne, tout ce que vous voulez. Tout le monde ne rêve pas de trouver un garçon coréen et de l'épouser un jour, le prince charmant est coréen, sans doute pas. Mais quand même, ce que nous écoutons chez les jeunes fans qui consomment de fortes doses de cette romance coréenne, y compris les plus féministes, c'est ça qui est spectaculaire, hein, Geneviève interviendra sur là. Même les plus féministes, celles qui savent que c'est pas comme ça et que l'amour peut être un moyen de domination inventé par les hommes pour dominer les femmes, même dans ce cas-là, ça crée des standards d'attente exceptionnels. Parce que le mec, il est gentil dans la série télé coréenne. Sa masculinité, elle est soft, elle n'est pas hégémonique. Donc, du coup, peut-être qu'on ne va pas chercher le copain en Corée, mais en revanche, le copain français, il faudrait quand même qu'il bouge un peu pour avoir ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'empowerment aussi. Hein. Donc, si ça marche, l'hypothèse, Sylvie et moi, c'est que ça offre au public en France et ailleurs, parce que c'est un phénomène global, hein, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait les mêmes, des alternatives crédibles. Alors, je vous donne juste quelques exemples. On n'a jamais compris pourquoi ça marche. Forcément, parce qu'on ne travaille pas sur le marketing et le succès, c'est toujours expliqué ex post facto. Quand ça marchait, surtout ou exclusivement en Asie de l'Est, on disait,
c'est parce que c'est des sociétés proches confucéennes. C'est la proximité culturelle. Bon, après, c'est arrivé en Amérique latine. Ah, l'Amérique latine, ce n'est pas l'Asie de l'Est. Comment expliquer le succès? C'est normal. C'est la Corée est un pays qui est non hégémonique. L'Amérique latine déteste les Américains et enfin, ils ont trouvé un produit culturel non américain, donc ils le consomment. Très bien. Et puis, on a vu le grand succès aux États-Unis. Comment l'expliquer? Les Américains ne se détestent pas eux-mêmes, hein, enfin un peu, mais quand même pas trop. Alors, comment l'expliquer? Il y a beaucoup de communautés de fans coréennes. Il n'y a pas 300 millions de Coréens aux États-Unis. Et puis en Europe, comment expliquer ça en France? Eh bien, vous savez comment l'expliquer? Eh bien, parce que les Français sont ouverts. Donc voilà, vous voyez bien, à chaque fois, on essaie de trouver une... Oui, bien sûr, c'est vrai en plus. Mais à chaque fois, on essaie de trouver une explication. Je pense que ce n'est pas les bonnes explications. Si vous et moi pensons que c'est la capacité à agréger des marges. Et si bien que, alors, quand vous êtes américain, vous pouvez être anti-américain, anti-occidental, anti-impérialiste. Quand vous consommez coréen, vous oubliez que c'est des cultures très homogènes, par exemple. Enfin, que je sache, la Corée du Sud, ce n'est pas le pays le plus ouvert du monde. Et pourtant. Et oui, ça amène à quelque chose de très intéressant que vous disiez tout à l'heure, c'est l'agrégation des marges des minorités sans les montrer. Absolument, sans les montrer. Il n'y a quasiment pas de noirs dans les séries télé coréennes. Oui, Itaewon Class, il y avait un noir, bon, voilà. Mais le premier, on n'en a pas vu beaucoup, on ne voit jamais de chanteurs noirs. Enfin, bon, voilà, l'homosexualité commence à être traitée dans les séries coréennes, mais toujours de façon pudique. Par contre, les séries télé thaïlandaises, alors là, pour le coup, l'homosexualité masculine est mise en avant. Donc, attendons-nous à ce que les séries télé thaïlandaises soient consommées. Vous voyez, le capitalisme esthétique se nourrit de la nouveauté, comme tout capitalisme d'ailleurs. Hein. Donc, automatiquement, vous savez la question que nous posent à chaque fois nos collègues coréens quand on parle ou même les étudiants coréens, parce que maintenant on a un paquet, puisqu'on est obligé quelque part d'avoir ce réseau. Et Lauriane sera d'accord parce qu'elle connaît bien ça. La première chose qu'ils nous posent comme question, est-ce que ça va durer ou pas? Mais forcément parce qu'ils savent bien qu'ils sont toujours en concurrence avec les autres et que les phénomènes culturels de type industriel, on laisse des courbes. Hein. Alors moi, je pense que ça va durer. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit leur question parce que un peu le sort de leur pays en dépend un peu. Hein. Vous avez vu les plongeons qu'ont fait les actions des BTS depuis leur pas séparation, mais la pause. Et ça fait un manque à gagner pour le pays. Alors, vous direz, ça a été remplacé par les Blackpink. OK, d'accord. Mais enfin, voilà, c'est une véritable industrie. Il faut prendre ça comme un secteur important de leur économie. Donc, la première question, c'est comme nous, hein, est-ce qu'on réussira à vendre autant de voitures? Est-ce que l'eau sera compétitive dans les 10 prochaines années? Eux, c'est pareil. Je ne sais pas si Lauriane est d'accord avec ça. C'est la première question qu'ils posent. Est-ce que ça marchera encore ou pas? Et donc, du coup, ils sont toujours à la recherche d'une nouveauté pour entrer en concurrence. Bon, en même temps, ce qui est fou, c'est que ça fait 20 ans que ça dure. Ils ont réussi à séduire Netflix. Vous avez vu Netflix, il y a la semaine dernière, nouvelle, ils ont investi 2,5 milliards de dollars pour produire des séries télé coréennes. C'est colossal. Donc, Et à ce propos, j'étais ravie parce que Geneviève Cellier a posé une partie des questions que je voulais poser sur l'écriture et sur la place des femmes scénaristes. Donc ça, c'était très intéressant. Moi, je voulais peut-être pousser un petit peu ce sujet. Je me demandais, en fait, j'avais une question sur les modalités de production, la qualité. On l'a beaucoup dit aujourd'hui, et vous le dites beaucoup dans le livre, ce qui marche, ça marche parce que c'est d'excellente qualité. Et finalement, c'était, mais comment est-ce qu'ils ont déjà fait des sauts de qualité, par exemple, entre le début des années 2000 et la production qu'on a maintenant? Quelles ont été les stratégies de production? Et je me suis demandé si, notamment, il y avait concrètement des liens avec les professionnels internationaux. Est-ce que, par exemple, on fait venir, je ne sais pas, des producteurs, des scénaristes, des réalisateurs d'autres pays, ou est-ce que c'est de la formation interne? Je ne sais pas si vous avez des choses là-dessus. Alors, tout ça, c'est en cours, parce que c'est la boîte noire de ce livre, c'est que forcément, on pouvait reconstruire
si vous voulez, la réception en interviewant les jeunes ici. Les autres sphères par la littérature grise et les données macro, mais ceux dont vous parlez, impossible de le faire à distance. Voilà, d'où notre investissement fort dans cette enquête qui est financée par l'Academy of Korean Studies. C'est une enquête officielle qu'on a vendue sur les scénaristes. Ils ont accepté. Ça montre qu'ils sont très ouverts, parce que c'est quand même de l'argent et bon, il y a des pays où on ne ferait pas ça. Donc voilà, là, nous sommes en train d'étudier ça. Par contre, c'est que nous savons déjà, c'est que c'est un peu le savoir-faire coréen, c'est la capacité à apprendre ce qui se passe ailleurs. C'est un pays qui a toujours été un pays in-between. C'est un pays qui était le réceptacle de différentes traditions, de Chine, du Japon. Et qui a été à la fois capable d'importer et d'exporter. Par exemple, beaucoup de la culture chinoise est passée au Japon via la Corée du Sud, enfin la Corée en général. Bon, ça, on ne le dit pas, par exemple. Et quand on s'intéresse un peu, maintenant on le fait à l'histoire de la Corée du Sud, on voit que ça a toujours été un pont, un réceptacle, un réservoir de choses qui se font ailleurs, qui sont transformées, reconstruites et puis mélangées et réinventées. Alors, sans doute, la qualité vient du modèle industriel du toyotisme japonais. Le toyotisme fonde sur la qualité. Il faut que ça produit, la voiture soit de haute qualité avec un service après-vente. Et qu'on sait que le savoir-faire japonais en matière industrielle est passé pendant la colonisation. Alors, on peut être contre la colonisation, et nous le sommes tous, mais ça empêche qu'il y a toujours des traces de la colonisation. Très mauvaises en général, même horribles. Bon, ça a quand même été un héritage qu'ils ont emprunté. Ils ont appris à faire comme les Américains. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire un jour, et comme vous êtes tous sociologues de la culture, il faut peut-être qu'un jour, on fasse quelque chose que moi, je suis incapable de faire. Je prends 3 pays, Italie, Allemagne, Japon. Les 3 pays qui étaient en guerre contre les États-Unis. C'est les 3 pays vaincus par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, mais qui deviennent 3 démocraties construites sur le modèle américain, 3 sociétés parmi les plus américanisées qui soient, beaucoup plus que la France, par exemple, qui était victorieuse, et 3 sociétés 3 pays qui ont été les plus fidèles alliés militaires des États-Unis. La présence des bases américaines en Allemagne, en Italie et au Japon, vous connaissez l'histoire. Or, la présence des GIs a joué un rôle fondamental au Japon, en Italie et en Allemagne sur la pop culture des 3 pays, notamment dans le domaine de la chanson et des mangas. Même chose pour la Corée du Sud. Les Américains sont présents. Il y a encore 30 000 soldats américains en Corée du Sud. Et jusqu'à il y a encore quelques années, la plus grande base américaine était en centre-ville en Corée du Sud. Enfin, Lauriane, vous le savez, en centre-ville à Séoul, vous allez au musée de la guerre, il a une base gigantesque. Vous savez ou pas? Bon, donc, et on sait très bien que la K-pop, peut-être n'a pas été inventée par 3 personnes de génie, mais ce que nous savons par contre, c'est que le rock américain est passé là-bas parce que les GIs voulaient écouter cette musique. Et donc, des Coréens, puisqu'il ne pouvait pas y avoir que des chanteurs américains, ils ont dû apprendre à jouer de la guitare électrique, pas tout à fait comme les Américains, mais de façon telle que ça plaise. Donc, il y a quelque chose qui est passé, les savoir-faire sont passés comme ça. Et puis aussi, les Américains ont posé des quotas, comme en France, pour que les Coréens regardent le cinéma américain. Donc, ils ont appris assez rapidement à la consommation de produits d'autre qualité. Bon, après, comment ils l'ont fait concrètement, ça viendra peut-être un jour. Mais voilà, on sait qu'ils se sont inspirés, mais très, très fortement, quoi, très, très fortement. Muriel, D'ailleurs, quand vous parlez avec les scénaristes coréens, le truc qui est le plus, vous savez, qui saute aux yeux, ils connaissent au bout des doigts la nouvelle vague française, ils connaissent parfaitement les comédies italiennes des années 50 et les cinémas d'Hollywood. Ils le connaissent. Donc voilà, et fatalement, ils se sont frottés à cette production et c'est pour ça qu'ils ont aiguisé leurs armes. J'étais très intéressée par le développement sur les scénaristes, mais peut-être je vais poser une question rapide sur un autre sujet. Je me demandais, là vous avez parlé de la production et de la réception, et vous n'êtes pas beaucoup revenu, ou j'ai perdu l'information sur comment est-ce que la K-pop se diffuse dans le monde. Est-ce qu'il y a des intermédiaires culturels, des professionnels qui vont l'exporter pour qu'elle arrive
en France ou dans d'autres pays? Enfin, comment se fait en fait ce moment de diffusion et d'appropriation? Qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des intermédiaires finalement entre les scénaristes des K-dramas, les chanteurs de BTS et les adolescentes ou les jeunes adultes que vous avez rencontrés dans votre enquête? Alors, ce qui est extraordinaire avec la Hallyu, c'est que les deux produits phares, c'est-à-dire d'abord les K-dramas et la K-pop, ont circulé parce qu'ils étaient totalement dématérialisés et ils sont passés par les réseaux sociaux. Les Coréens ont eu l'intelligence de créer des écosystèmes, des infrastructures et des contenus. Je vous donne un simple. Les webtoons. Les webtoons, c'est une création coréenne qui a enlevé beaucoup de parts de marché au manga japonais parce que les scans, ça ne marche pas. Hein. Donc, c'est bien que maintenant, les Japonais qui sont les maîtres du manga commencent à travailler à la coréenne pour les webtoons. Parce que les webtoons, il faut savoir faire. Hein. Ce n'est pas un manga scanné, c'est tout à fait autre chose. C'est une création. Pourquoi j'insiste là-dessus? Souvenez-vous, quand l'iPhone était inventé, Steve Jobs disait « il faut que ça tienne dans la paume de la main ». Et quand Steve Jobs disait un truc, ça marchait. Bon, Samsung a montré que c'est absolument pas ça. Les écrans deviennent de plus en plus, des smartphones deviennent de plus en plus grands. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, en Corée du Sud, comme au Japon, ils passent leur temps à consommer les produits culturels sur le smartphone, mais des produits culturels qui ont été pensés pour cet écosystème. Donc, les deux vont ensemble. Le webtoon peut être lu si vous avez un écran qui est grand et si vous avez évidemment une connexion permanente. Et cette infrastructure permet de développer encore plus des produits culturels. Donc, les produits culturels ont été pensés dès le départ pour être circulés et consommés grâce aux médias sociaux, grâce donc aux plateformes. Et moi, je ne sais pas, en France, je ne sais pas si la K-pop a été diffusée vraiment au départ par les radios. C'est arrivé avec Psy, qui est un succès global. Enfin, ça passe plutôt par YouTube, vous voyez. Spotify, Deezer, et les K-dramas, c'était Netflix maintenant, mais au départ, c'était d'autres plateformes. Donc, c'est passé d'abord par les plateformes grâce au travail des fans. Pendant des années, on a vu des K-dramas, c'était les fans qui les traduisaient. Bon, d'ailleurs, ça se voyait, c'était un travail un peu vite fait parce qu'ils ne connaissaient pas bien le coréen, donc c'était artisanal. Donc, les intermédiaires, si je peux me permettre, de la Hallyu, ce sont les fans eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle les groupes, les artistes les remercient tout le temps. Ce n'est pas que de la rhétorique, l'avenir de la Hallyu dépend des fans eux-mêmes. C'est colossal. Donc, bon, après qu'il y ait des intermédiaires, des gens qui… Aujourd'hui, je dirais, oui, l'intermédiaire, c'est les grandes, le luxe français. C'est eux qui peuvent le promouvoir parce qu'ils les utilisent comme image. Mais en termes de consommation, non, c'est les plateformes. Si bien que la Corée du Sud, elle n'a pas inventé les plateformes parce qu'elles sont plutôt américaines, mais c'est grâce à ces produits culturels que ces plateformes marchent le mieux. C'est la raison pour laquelle Netflix investit massivement dans les K-dramas. Oui, la boucle est bouclée. Mais je ne sais pas si on les voit à la télé, les K-dramas. Hein. On arrive à la fin de notre séance. Je suis très contente des échanges qu'on a eus tous ensemble. Donc, j'espère que personne n'a encore une question en suspens, mais je vous remercie beaucoup, Vincenzo Sicelli d'une part, et merci beaucoup aussi à vous toutes et tous qui avez assisté à cette 4e séance du séminaire du RT 14. Alors, en fait, on va avoir la suite bientôt, si j'ai bien compris, Vincenzo, on va avoir la suite dans votre ouvrage sur les K-dramas. Oui, on est en train de l'écrire, on a un contrat signé avec les PUF et si tout va bien, ce sera… Bon, normalement, on doit rendre le manuscrit début 2024 et puis on verra quand est-ce qu'il sera publié. Courant 2024. Je crois que vous avez gagné quelques lectrices et lecteurs pour ce prochain livre. J'espère d'abord pour celui qui existe déjà. Pour celui-là, mais celui-là, on peut supposer qu'il y avait déjà pas mal de gens qui l'avaient lu. Merci encore à vous toutes et tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et je voulais juste merci beaucoup Vincenzo et merci Clémence pour la discussion, c'était super. Et la prochaine séance des rencontres du RT14 aura lieu début juin, j'ai plus la date exacte. Le 7 juin. Le 7 juin sur le livre La fin du game et ce sera donc sur les jeux vidéo. Voilà.
Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.